Salut les rockers, bienvenue dans Sport. Le pire lancement de l'histoire du stream. Salut les gars, bienvenue dans En direct de Clisson, on est là. Ou à l'Hellfest. Les vieilles charrues, ouais, le bonheur. On est ravis de vous retrouver toujours avec ce super, bien sûr, jingle. Erwan nous glissait à l'oreille juste avant justement le démarrage de cette émission que peut-être que l'ambiance rock, c'est peut-être la dernière dans Osso Sport. On espère. On sort d'une réunion et on espère que l'habillage la semaine prochaine sera tout autre et plus adapté à nos idées et nos convictions surtout. Bienvenue dans la Maison des Sports, on est sur le stream pendant 1h30, on va parler de sport exclusivement et bien sûr autour de ce plateau. Vous allez voir, on a beaucoup de sujets brûlants bien évidemment que vont et que va commenter la Dream Team, First Team, ici présente bien évidemment, avec notamment l'homme que vous avez déjà vu, qui va d'ailleurs commenter une grosse semaine européenne de basket sur MCS, monsieur Erwan Abotret. Salut Erwan. Ouais, je vais m'envoyer mon premier classico. Je sais qu'au foot, beaucoup de journalistes ont rêvé et se sont battus pour un jour commenter un classico. Je leur laisse le foot. Mais moi, ce dimanche, avec mon ami Stephen Brun, je vais avoir la chance de commenter le classico du basket européen, donc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Premier contre second du championnat. Premier contre second en Euroleague. C'est une énorme affiche européenne. Ça se passera évidemment sur MCS Basket dimanche à 18h30. Et honnêtement, je suis chaud bouillant et je suis surtout ravi d'avoir cette chance-là grâce à tous les gens autour, parce que c'est ça aussi la First Team, c'est d'avoir cette chance-là. Donc mon premier aventure humaine. Donc mon premier classico, je te cache pas que je suis tout chose. Eh bien, on sera là en tout cas pour regarder ça, commenter ça les amis et suivre bien sûr ce duo absolument incroyable. Lui, il a commenté les exploits turcs de Rodrigue Beaubois ce week-end, cet homme du fan. C'est toi qui étais au commentaire. C'était pas moi, mais c'est pas grave. J'étais bien quand même, bossé en tout cas. J'ai cru. Non, moi j'ai vu les exploits italiens. Moi, tu sais que mon championnat c'est l'Italie. On l'avait discuté la dernière fois. Ouais, absolument. Écoute, tout va bien. J'ai mangé pâté pizza. Je vois le retour d'Erwan dans l'émission parce que c'était il y a longtemps. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'Erwan nous a manqué la semaine dernière. Après ce colis. Secret médical oblige. Secret médical oblige. Covid virulent. Et je vous ai même pas regardé. Et c'est pas parce que j'étais malade, c'est parce que ça m'intéressait pas. J'espère que nos viewers auront autre chose à nous dire prochainement dans le chat. Mon troisième, lui, va commenter son premier match de foot ce week-end. Pas de chance, c'est du national, monsieur Tom Ciaravino. J'espère voir du foot déjà. Oui, c'est vrai. Un bel ambassadeur qu'on vient de recruter là. Si je suis impatient, je vais à Orléans. Écoute, je vais découvrir et le national et la ville d'Orléans, donc ça fera. Alors attendez, moi vous savez qu'au-delà on n'est pas là que pour parler de l'actu, on incarne les choses et on est très proche de nos viewers. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi maintenant tu vas commenter des matchs de foot? Ça sera donc du national, la 3e division, c'est incroyable, tu racontes ça comme si tu allais poser ta voix sur un sujet de 2 minutes. Oui, tu vas commenter un match de foot. J'essaye de faire le mec pas stressé. Non, mais explique-nous. Comment c'est arrivé? C'est arrivé par Manu qui travaille à la FFF. Par hasard. Il s'est trompé de numéro de téléphone de base. Et non, ça fait plusieurs fois qu'il m'avait proposé. À chaque fois, je n'avais pas pu. Là, enfin, je vais pouvoir m'essayer aux commentaires. J'ai toujours voulu essayer, surtout dans le foot. C'est vrai. Donc, c'est une très belle manière de commencer. Donc, on verra ça vendredi soir. Et pour voir si t'es prêt, on fait une énumération des joueurs d'Orléans maintenant. Je vais commencer à faire des fiches. Les plus grands joueurs passés par Orléans. C'est sûrement Bon courage. En tout cas, si vous êtes à Orléans vendredi soir, allez donner de la force à Tom Ciaravino au stade. Parce que c'est pas un exercice facile, il l'a jamais fait. Il sera d'ores et déjà mauvais. On le sait. Il sera mauvais quoi qu'il arrive, mais allez lui donner de la force. Mauvaise perf en vue, effectivement. Mais non, tout va bien se passer. Merci, et on a Manu. signé de façon un contrat sur 10 ans, donc quoi qu'il arrive, Tom sera avec nous tout au. Il y a une personne qu'on n'a pas présentée autour de ce plateau. Lui ne commentera pas la condamnation du docteur Mabuse aujourd'hui. C'est bien sûr Polo Arrière. C'est mon Polo, ça va? Ça va très bien, et toi, Manu? À chaque fois que je vois des trucs comme ça, je pense à toi. Le docteur Mabuse. Il a tout. Il a tout. Il a tout pour lui. Surnom, les C'est qui histoires. Docteur Mabuse là du coup? Tu te souviens pas de l'envoyé spécial avec Élise Lucet sur le docteur Mabuse? Bah non, pas du tout, c'est pour ça que je vous demande qui c'est. C'est un médecin. Non, c'est un Français. C'est Bernard Sens, un docteur français qui fournit des produits dopants à tout le peloton professionnel, mais aussi amateurs, et surtout en France. Donc, Bon, Polo, t'as pris quoi toi du coup? moi, je n'ai pas encore eu besoin de faire appel à ses services. Il a pris quoi là? C'est quoi le pot belge. Le pot belge. Le pot belge. Docteur Mabuse qui a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme. Il portera un bracelet. La communauté des médecins ne s'est pas exprimée, bien sûr, suite à cette décision de justice. Les amis, le programme quand même de cette émission, on parlera des news avec du hand, du football, du basket. Il y aura même un peu de NFL et pas mal de sport américain.
africains. On va ouvrir une grosse page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le sujet de la chronique bien sûr de Tom. On reprendra un petit peu les propos de Tom pour savoir justement si c'est un fiasco d'organisation ou si justement on tombe trop facilement sur les pays africains et sur cette compétition quelque peu sous-cotée selon l'avis en tout cas de nombre de spécialistes. Et puis on reviendra dans la perf de la semaine. La perf de la semaine dernière, c'est Patrice Evra qui nous l'a offert avec la sortie de son bouquin I Love This Game, qui a lâché quelques infos au sujet notamment de Naïsna et de l'un des plus grands fiascos de l'histoire de l'équipe de France. Et on se posera la question, la faute à qui du coup 11 ans après, et savoir aussi également si vos avis ont changé après les révélations bien sûr du bouquin de Patrice Evra. Et puis on refermera cette émission avec un quiz. Et là, cette semaine, c'est promis, on va prendre le temps de faire toutes les parties du quiz et vraiment de se quitter les amis avec le sourire. Allez, on perd pas de temps, c'est l'heure des news tout de suite. L'actualité du week-end, commentée par la First Team tout simplement. Super accroche, elle est bonne. Commençons avec un gros point foot, les gars. Le gros point foot du week-end. Et on va commencer avec la Ligue 1. Je m'entends vers toi, Erwan, parce que l'OM hier a concédé un match nul contre le LOSC. Un but partout. Qu'est-ce que tu gardes de ce match? Parce que ce matin, on en a parlé, là, justement, en arrivant au bureau. On n'était pas tout à fait d'accord sur le scénario et sur ce qu'aurait pu arriver à l'OM. Je garde le mot stérilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, Marseille, pour marquer, doit faire une FIV. Voilà ce que je pense. C'est ce qui s'est passé hier, du coup. C'est ce qui elle a pas marqué comme ça arrive parfois. Hein. Ouais. Bref, on va arrêter ce sujet un petit peu douloureux pour ça. Moi, cette équipe-là me fatigue. Voilà, cette équipe-là me fatigue. Je lis beaucoup je suis beaucoup de gens sur Twitter de la team OM et c'est vrai que les avis divergent un petit peu. Alors certains s'en prennent au coach, certains s'en prennent plus individuellement à certains joueurs. Alors c'est vrai que chacun prend sa lecture. Le problème, c'est que la lecture commune qu'on peut avoir là-dessus, c'est que ce l'OM-là n'est pas efficace. Ce l'OM-là, même, et si on en parlait en préparant l'émission, même si c'est l'une des meilleures défenses du championnat de France, avec des stats qui parlent pour elle, mais moi, je ressens pas cette impression visuelle. Alors oui, les chiffres ne mentent pas, les hommes, oui, si vous voulez, mais j'ai quand même pas l'impression que ces trois derrière là, c'est quand même la sécurité sociale. Et puis surtout devant, tu marques plus un pion. Ce qui faisait que l'OM a été enthousiasmant sur le début de saison, c'était quand même d'aller de l'avant, de marquer des buts, quitte à en prendre, mais au moins t'en marquer. Et on n'en marque pas. Et c'est vrai que là, des fois, il y a eu des comparaisons qui ont été faites un peu rapides peut-être avec Bielsa. Avec Bielsa, tu t'en prenais, mais t'en marquais. Là, t'en prends plus, t'en marques pas et tu te fais chier. Hier, tu joues quasiment 1 heure en supériorité numérique après que Benjamin André ne soit pas venu pour jouer au foot. Il n'avait pas envie, apparemment. Donc il a pris l'expulsion est dure quand même. Donc elle est dure, mais il était très énervé. Un joueur d'expérience comme ça, t'as compris que tonton, quand il met le jaune à Guendouzi, il met un cadre strict. Fais-toi oublier. Non, bon, bref, après, ça peut arriver. Mais j'ai pas trouvé l'OM enthousiasmant, j'ai pas trouvé l'OM qui allait de l'avant. Je trouve que Milik se perd complètement. C'est un numéro 9, il est jamais là où on l'attend, il décroche beaucoup trop. Il y a eu plein de centres, il est jamais sur les centres. J'ai beaucoup de mal avec Gershon. Alors c'est pas le pire, me diront certains, mais Gershon, ouais. Parce que Gershon, il joue au Real et il a rien à voir. Gershon Yabusele, lui, il est bon. Gershon, appelez-le comme vous voulez, mais c'est son nom. Oui, j'ai envie de le prononcer parce qu'en fait, je suis un peu brésilien. À la porte. Et donc, bref, j'ai beaucoup de mal avec lui. Bon, derrière Caleta Char, pour moi, c'est toujours compliqué. Voilà, on peut faire du cas par cas, dire oui, non. La seule chose qui est cool, c'est Paul Lopez qui évite à un moment donné le break incroyable. Mais je trouve globalement que cette équipe-là, et chacun aura peut-être sa lecture, mais je trouve en tout cas la lecture commune que tous les supporters de l'OM doivent avoir, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas ou pas assez, et que c'est pas assez efficace. Et donc, c'est une nouvelle contre-performance face à des Lillois qui étaient à 10 plus d'une heure. Exactement. Moi, les gars, et c'est vrai que vous n'étiez pas tout à fait d'accord quand on en a parlé ce matin. Je suis limite un peu déçu pour Lille, qui certes n'a rien proposé en deuxième période, et pourtant qui a eu une balle de 2-0 en fin de première période. Il y a cette balle de 2-0 avec Burak Yilmaz qui est en position de hors-jeu. On est presque déçu pour Lille, quelque part. Moi, en tout cas, je suis presque déçu pour Lille. On peut être déçu pour Lille. Il y a un truc qui est flagrant hier, c'est que si Lille joue le match à 11, alors c'est de la spéculation, mais je pense que Marseille met pas un pion. Ils ont la chance d'être rapidement à 10, du coup Marseille en profite, et Erwan l'a très bien dit, devant ils sont pas capables de mettre un but. Pourtant il y a Payet qui est un peu en maestro et qui est très bon quand il y a des espaces comme ça, mais derrière tu vois que pour la mettre au fond, il y a besoin d'action, donc c'est terrible. Et pour Lille, tu l'as dit,
Sur le début de match, il maîtrise le sujet complètement. Le bloc, il est solide. Marseille a beaucoup de mal à provoquer des occasions. Eux, ils marquent rapidement. Derrière, après, je comprends pas comment tu n'arrives pas sur un contre à les mettre le deuxième but. Feu. Moi, sans parler de but, des fois. Mais moi, au moins le feu, mets-les dans le dur, j'ai pas l'impression. Mais là, il parle de Lille, il dit justement, ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but, non? Moi, ma lecture, elle ressemble à tout ce que vous venez de dire. Je trouve que d'abord, par rapport à l'OM globalement, l'OM qui nous a enthousiasmé pendant 2 mois au tout début de la saison, s'est rendu compte, donc Sampaoli le premier, qu'en fait, tu pouvais pas jouer avec ce déséquilibre. Parce que oui, c'était cool en début de match, mais quand les équipes n'étaient pas du tout prêtes, alors que l'OM l'était, finalement, ils se sont fait rattraper par les autres équipes. Donc, ils ont clairement, je pense, fait un choix. Alors on peut le déplorer, mais d'une solidité, en tout cas un équilibre un tout petit peu plus intéressant par rapport au début, et donc une solidité défensive. Donc t'es la meilleure défense du championnat, c'est un fait. Par contre, t'es la pire attaque des 8 premiers, et ça aussi, ça se ressent. Et vous avez raison. C'est ça la promesse Sampaoli, donc. Non, tu as raison, mais il y a eu un changement. Aujourd'hui, tu es 3e du championnat, c'était dans les objectifs. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'hier, il y a des centres, il y a des actions. Faut rappeler René Girard, alors. Non, mais il y a des actions, et que devant, il manque un gars pour scorer. Voilà, on peut le tourner comme on veut. Under, il met un beau but. Gerson, on peut taper sur lui s'il met sa reprise. Il sera son 3e, 4e but en quelques matchs. Donc voilà, il y a aussi une lecture comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que sur la fin de match, Marseille doit gagner. À un moment donné, il n'y a plus rien à Lille. Ils sont au bout du rouleau. À 10 contre 11, il y a 20 minutes où tu dois marquer 2 buts. Tu n'arrives pas à marquer le deuxième parce qu'il te manque un attaquant. Chaque fois que Marseille, cette saison, a dû aller chercher un résultat, PSG, où ils doivent aller, et à un moment donné, ils doivent aller chercher, ils n'y vont pas. Le match rejoué contre Nice, ils doivent aller, ils ne vont. Et cette équipe qui, justement, doit aller de l'avant, doit aller chercher des résultats par le type de jeu prôné par leur entraîneur, ils n'y arrivent jamais. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ont. Et moi, ça m'interroge. Alors, c'est un problème. Alors, Sampaoli veut 35 joueurs au mercato parce que. Vaut mieux, parce qu'après, tu ne pourras plus. Parce que ça lui va plus, mais à un moment donné, est-ce que aussi, lui, dans son football un petit peu idoine, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas dans un fantasme peut-être. Il y a beaucoup de profils qui se ressemblent. Moi, je vois que des gars qui sont capables sur les beaucoup de milieux relayeurs, beaucoup de gars sur les côtés capables de faire des gris-gris, mais dans le réalisme, dans la dernière passe, dans le truc de casser des lignes, il manque quelqu'un. Gendouzi l'a un peu fait en début de saison, mais là, Payet, il le disait aussi dans le chat, il s'est éteint. C'est vrai qu'aujourd'hui, il manque d'un mec qui fait la dernière passe. Il leur manque le Jonathan David qui performe à Lille. Si Bakambu est ce gars-là, bravo à eux, c'est ça le truc. Bakambu, vous en pensez quoi? Parce que quand tu regardes la fiche de stade de Bakambu, c'est quand même super intéressant, moi je trouve, pour l'OM. Moi je trouve que c'est une bonne prise. On rappelle qu'il est en fin de contrat. Alors oui, il s'est perdu pendant plusieurs années en Chine, mais on se souvient. Il a mis des pions. Il a mis des pions. Il a mis des pions, mais moi je me souviens surtout. Le problème de la Chine, c'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Moi, ce que je vois, c'est qu'à Villarreal, il y a un moment donné où tu penses qu'il peut faire partie des 20 meilleurs attaquants d'Europe. Bien sûr. Voilà, vous récupérez ce mec-là, il est encore assez jeune. On va voir s'il est capable de s'acclimater, mais en tout cas, sur le profil, c'est un gars comme ça qu'il leur faut. Il faut une solution de toute façon, parce que Milik, on l'a vu, il était à l'envers hier. On se demande un petit peu les motivations. Icardi était pas mal ce week-end. Bon. Oui, bien mieux que les semaines précédentes. Il était nul à chier, frère. Au barbecue, métro Argentine, bien évidemment, peut-être. Voilà, en tout cas, tu l'as dit, on l'a rappelé, l'OM un petit peu embêté là, par rapport à des affaires notamment de transfert. L'affaire Pape Gueye, notamment, qui plombe un peu l'OM, condamné donc à ne pas pouvoir recruter à partir du mercato estival. Ça concernera le prochain mercato hivernal. L'OM a fait appel. Ça serait pas une bonne nouvelle pour le projet olympien, quand même. Ça serait une catastrophe. Moi, l'équipe dans l'état actuel, si on se dit que sur les deux prochaines périodes de mercato, tu peux pas recruter, c'est terrible. Ça veut dire que là, en fait, tu peux plus rien mettre en place et c'est juste on serre les fesses, on serre les dents et on fait avec ce qu'on a. Sachant qu'on rappelle que c'est arrivé à Chelsea il y a quelques années. Chelsea avait pris les devants, alors avec un budget monstrueux. Ils avaient recruté un maximum et c'est ce qui leur a permis. Ils avaient beaucoup développé de jeunes. Voilà, exactement. Et bon, ils ont quand même gagné avec des champions, donc on vous souhaite quand même la même chose. On a déjà gagné, nous. Mais qui s'en souvient? La moitié de la planète était pas née à l'époque. Je te souhaite de gagner avec des champions. Il t'a pas dit que c'était ta première. Il t'a pas dit que ce serait ta première. Quand on parlera du PSG, tu pourras parler. En tout cas, dans le chat, vous avez donné des idées, je crois, de mercato à certains comme Kiki ou Barnett Simpson qui nous dit qu'ils appellent Erwan, il est bon pour la mettre au fond. On parle bien évidemment de football, les amis. On parle bien évidemment de football. On se retrouve au bar, les gars, et pas trop d'eau dans mon Ricard. Je rappelle que c'est une émission de sport, donc c'est pas l'endroit. On parlait de football. Barnett Simpson, qu'on salue, qu'on a vu dans Matrix avec un rôle catastrophique, notre ami Barnett Simpson. Ah oui, très bien, oui, bien sûr. On en parlait. Oui, bien sûr, Barnett, bien sûr. Le vrai Barnett dans une série. Petite parenthèse, on peut se permettre, vous avez adoré le dernier Matrix? Bah non, qui a des gens l'ont adoré. On est d'accord, je vous ai prévenu. On adore Matrix et on a trouvé que ce quatrième opus, c'était un film de merde. Exactement. Comme le 2 et le 3 d'ailleurs.
Tout à fait. Mais on ne lancera pas de débat aujourd'hui. Le duel 3, c'est des chefs-d'œuvre à côté. Je vous propose qu'on parte en Angleterre tout de suite, les amis, avec Tom Chiaravino en duplex depuis Manchester City, l'Etihad Stadium. Non, bien sûr, il est avec nous. Non, c'est Tom Dufond d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que j'ai, moi? Excuse-moi, parle de Première Ligue, bien sûr. On me souffle parce qu'il était inquiet, pour ceux qui n'étaient pas prêts. Non, bien sûr, ce week-end en Première Ligue, c'était le choc, absolument, le choc du week-end en Europe. Donc, vous le savez, évidemment, Manchester City est en train de balayer la Première Ligue. Il est resté sur 11 victoires consécutives. De l'autre côté, Chelsea, deuxième, qui a peut-être perdu le titre, en tout cas dans la course au titre, s'est fait relayer à quelques points, eh bien, n'avait pas perdu depuis le 4 décembre, donc ils étaient sur une vraie série d'invisibilité. Eh bien, on a vu un match où les deux équipes qui se connaissent par cœur, on rappelle que c'est la dernière affiche de la finale de la Ligue des Champions. Ça a été un match... allez, je dirais pas de terme, mais qui a manqué d'envoler. Voilà, qui a manqué d'envoler. Il y avait beaucoup d'attentes. Finalement, on était un peu déçus. Finalement, ça s'est débloqué avec un beau but de Kevin De Bruyne qui performe toujours dans les grands moments. Quel joueur extraordinaire. On peut se poser la question de qui est pas dans les cages. Edouard Mendy est à la canne et on sent qu'il n'est pas impérial. Alors, il nous lâche un arrêt extraordinaire comme on est en train de voir là sur Grealish. Mais parfois, les grands matchs se jouent sur... Enfin, parfois, à chaque fois, se jouent sur les détails. Et on peut dire que le placement de Kepa sur le but n'était pas impérial. Bref, en tout cas, ça donne 13 points d'avance pour cette équipe de City face à Chelsea. Ils filent à fond sur le titre. On va parler de Lukaku qui était titulaire et qui rate encore une grosse occasion. Meilleure défense, meilleure attaque. Ils sont extraordinaires, les Citizens. Franchement, techniquement, ils nous bluffent à chaque match. Et puis voilà, ils sont en train de réaliser une des plus grandes saisons d'histoire de Première Ligue. Clairement que le City de Guardiola a enchaîné une série de 10 victoires d'affilée, de plus de 10 victoires. Ils ont été champions. Donc, City de Guardiola, ok. Ouais, d'accord. Donc, associé à ça, la meilleure défense, meilleure attaque. C'est difficile de les battre. Guardiola, le match, il a dit on est qu'en janvier, personne n'est champion en janvier. J'ai envie de lui dire, frérot, ça sent quand même très bon. Même au-delà des statistiques, à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, qu'elle soit une équipe du milieu de tableau ou le dauphin de Première Ligue, elle leur propose des démonstrations techniques à chaque match. Tu as toujours l'impression, on l'a vu là contre Chelsea, on l'avait vu face à Arsenal aussi il y a quelques semaines, même face à des équipes qui jouent bien, même quand c'est compliqué dans le match, etc., ce Manchester City gagne aussi avec la manière. Cette équipe est largement au-dessus de Première Ligue, c'est un fait. Les équipes derrière sont peut-être très fortes, mais là il y a Manchester City et les autres cette année. Il faut accepter la défaite pour les autres équipes. Ce qui m'a impressionné, c'est que techniquement, de toute façon, on le répétera jamais assez, toute la saison, c'est assez incroyable. Moi, ce qui m'impressionne contre Chelsea, c'est le travail défensif. Quand ils ont harcelé Kovacic, qui était le gars un peu en forme du côté de Chelsea ces derniers temps, qui faisait même le jeu, c'était le gars qui cassait les lignes. Il y avait toujours un gars sur lui, que ce soit Rodri, que ce soit Bernardo Silva, que je trouve exceptionnel. Aujourd'hui, on peut se demander si c'est pas lui le meilleur joueur de la Première Ligue, quand même, parce qu'il est exceptionnel. Comme il n'est pas flashy, on a tendance à aller sur d'autres mecs. Il n'est pas flashy, mais il a quand même fait des actions aujourd'hui qu'on a en tête, où il élimine les gens. Mais il y a toujours un gars pour harceler, et je trouve que Guardiola, on peut lui reprocher beaucoup de trucs, notamment dans les grands moments de Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand il affronte une top équipe, il a toujours un plan de jeu pour contrer son adversaire, ce qui n'est pas le cas de tous les coachs dans le monde. Et là, le plan était parfait parce que Chelsea, hier, ce qu'il propose, c'est le néant. Il n'y a rien. Samedi, c'est le néant, et c'est pas seulement parce qu'ils sont pas inspirés, c'est qu'il y a un moment, il y a un bloc de City qui est parfaitement organisé. Moi, je trouve qu'il y a de la nervosité aussi à Chelsea. Tu prends la sortie de Tourelle sur Lukaku à la fin du match. Honnêtement, ça Après, on peut comprendre qu'il y a une rupture entre les deux au bout d'un moment. Mais dans ces cas-là, tu le fais partir. Moi, j'ai l'impression qu'en remettant une couche sur Lukaku, tu te remets dans les problèmes qu'il y a eu il y a quelques semaines. Soit tu passes à autre chose ou tu avances. On peut aussi imaginer qu'ils ont discuté, qu'après la discussion, il les remis titulaire. C'est quand même une marque de confiance d'être titulaire dans un grand match comme ça. T'as pas trop d'autre choix. Il était dramatique. Non, mais il était dramatique. Il a une énorme occasion. Il a une énorme occasion qui met pas au fond. Il n'y a pas que ça dans le jeu, mais il a été dramatique, raté des remises, raté des contrôles, des passes, allez, entre guillemets simples. En tout cas, pour un joueur de ce niveau-là, techniquement, alors on connaît parfois ses lacunes, on l'a vu progresser. Il a été nul. Et si Lukaku est bon dans un match comme ça, tu peux marquer un but. Et là, le problème, la lecture, c'est ce que tu démontes maintenant. Tu viens de perdre un match, tu sais les problèmes qu'il y a avec Lukaku. Est-ce que vraiment de mettre au pilori comme ça un joueur Le problème, Manu, c'est que dans le schéma de jeu de Thomas Tuchel, tu as besoin d'un attaquant de ce profil-là. Et à Chelsea, tu n'as rien d'autre. Donc, au bout d'un moment, soit tu chamboules tout. Mais là, tu trouves tant que ça. Sinon, tu mets Werner, mais c'est un peu moins efficace devant, quoi. C'est ça. T'es obligé d'avoir ce profil-là. Il y a Werner qui est rentré, il a rien fait. Exactement.
Et un petit commentaire là qui était intéressant, ça va faire 4 championnats en 5 ans avec 100 points de moyenne. On peut dire que ce qu'on veut des investissements, c'est exceptionnel. Les autres investissent aussi beaucoup. C'est Gone1204 qui nous disait ça. C'est vrai que les statistiques, en tout cas, sont assez impressionnantes. On peut pas réduire Manchester City à un puissant fond et des investissements incroyables. Ça joue bien au foot, ça recrute énormément. Certes, il y a une profondeur qui a quasiment personne d'autre qui a en Europe. Il y a une patte. Il n'y a pas au PSG, par exemple. Il manque une Ligue des Champions. Il manque une Ligue des Champions pour que tout le monde soit conquis. Mais en fait, le City de Guardiola a déjà écrit l'histoire. Bien sûr. Qu'il gagne ou pas la Ligue des Champions, même, on peut aussi sortir de ce prisme. Soit tu gagnes la Ligue des Champions, soit tu n'es pas dans l'histoire. Ils sont déjà dans l'histoire, la domination. Et comme tu dis, la patte, le style de jeu. Franchement, City, il régale. Exactement. Franchement. Allez, on termine le foot avec une petite boucle par l'Espagne avec toi. Tom, le Real qui remporte la Super Coupe d'Espagne. Ouais, le Real s'est imposé hier 2-0 contre Bilbao avec un super but de Luka Modric et encore un but de Karim Benzema sur penalty. Ce qui fait que, bon, c'est pas le plus grand trophée de l'histoire du Real, mais ça fait quand même le 28e trophée pour Karim Benzema en club, ce qui en fait le joueur français le plus titré de l'histoire. Donc c'est un step assez exceptionnel. On savait que ça allait arriver. Maintenant, il le fait encore une fois avec la manière. Cette saison, il est incroyable. Donc voilà, c'est bien pour sa carrière. Aujourd'hui, ça va relancer le débat de est-ce que c'est le plus grand attaquant de l'histoire et tout. Mais voilà, je trouve que pour Karim Benzema, d'avoir ce titre, c'est important et ça prouve que même s'il a été un peu absent en équipe nationale, le travail qu'il a fait avec son club, c'est assez exceptionnel. On juge quoi? Le nombre de titres ou la qualité des titres? Parce qu'il en manque malheureusement un. Moi, je trouve que le fait qu'il n'ait rien gagné avec l'équipe de France, et on balaye évidemment la Ligue des Nations, fait que c'est pas le plus grand palmarès de l'histoire des footballeurs français. Il n'y a pas un titre où il est au bout du banc et allez, c'est sûr. Il est partie prenante un peu tout le temps. Il est titulaire, c'est un acteur majeur de tous les titres. Et ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte parce qu'on sait qu'il y a des mecs qui sont champions du monde ou qui ont gagné des Ligues des Champions qui sont au bout du banc et qui ont joué 2-3 minutes. Mais pour le coup, on les compare pas à Benzema, j'espère, ces mecs-là. Est-ce qu'on compare Bogossian vraiment? C'est pour ça que lui, des fois, les palmarès, ça fait un peu tout et rien dire. Lui, pour le coup, tous les trophées qu'il a soulevés, ça a été un acteur principal de ça. Et puis moi, j'ai du mal à mettre ce prisme de la Coupe du Monde sur le dossier Benzema parce que c'est un débat qui dépasse largement le sport, qui dépasse largement son niveau, son implication dans une équipe, dans un collectif. Bah oui et non, parce que Lionel Messi, avant de gagner avec l'Argentine, avait déjà prouvé tout ce qu'il pouvait prouver sur la scène internationale, en club en tout cas. Là, Benzema, si on doit le comparer à d'autres joueurs français, bon, il faudrait vraiment que ça fasse un débat, on n'est pas là pour ça. Mais bon, la Coupe du Monde, j'ai pas l'impression que ce soit uniquement de sa faute, donc j'ai un peu du mal à lui reprocher ça en tout cas. Attendons, en 2022 aussi, les gars, il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Et s'il prend la Coupe du Monde en 2022, là, bravo Karim, en flambant, tu sais, 7 buts et tout, trop fort. En marquant un doublé en finale de la Coupe du Monde, ce sera magnifique. Et un club, je sais plus qui le disait dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il est proche de Marcelo, qui est le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Je crois qu'il en a 3 d'avance sur Benzema, sachant que Marcelo est plus vieux. Il y a moyen que Karim Benzema devienne peut-être un jour le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, et ça, c'est quand même exceptionnel. Exactement, et on sera là pour en parler forcément. Je reste avec toi, Tom, parce qu'il y a une super image justement de foot espagnol qui nous est parvenue ce week-end, et ça va te faire plaisir parce que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Est-ce qu'il va le commenter vendredi soir? Nabil, j'espère voir ça vendredi soir. Nabil, le culot avant tout, et après la qualité technique évidemment de Nabil, qui a re-signé, prolongé au Betis, qui a l'air de s'éclater, mine de rien. Les supporters lyonnais avec quelques espoirs qui reviennent. Que nenni, se régale en Espagne. Pourquoi tu veux qu'il revienne? Tu connais le rêve, t'as toujours le fantasme, comme Benzema. Écoute, on attend toujours des retours. Maintenant, on parle de la Gazette. Mais non, Nabil Fekir qui fait du bien à ce Betis et qui a l'air, de s'éclater dans un championnat qui lui correspond plutôt. On les met où les buts sur corner dans la hiérarchie des meilleurs buts, tu sais, qu'on aime voir avec les frappes, les bicyclettes et tout ça. Si c'est volontaire, c'est haut. Moi, j'avoue que j'adore, mais le seul souci, c'est qu'il y a souvent quand même une erreur de gardien à l'origine. Et là, le numéro 33, il n'est pas impérial, on peut le dire. Quand t'es gardien avec un numéro 33, moi, j'ai pas confiance. Il y a l'erreur de gardien, il y a le côté involontaire du truc où tu as complètement raté ton corner et ça finit dans la lucarne. Le tente souvent, on peut dire que. Non, mais voilà, c'est ce que je te dis. Fekir, il a souvent réussi le crossbar challenge dans Téléfoot. Je pense qu'il a fait exprès. Le challenge. Je pense qu'on va le dire. La compétition aujourd'hui, on voit le plus
plus de corner entrants, ça reste quand même la D1 féminine, ce qui me laisse poser quand même quelques questions. Non, mais attends, c'est pas contre la D1 féminine, les gars. Mais les patins, parce que ça glisse. C'est contre le niveau des gardiennes. Mais voilà, on peut quand même on peut quand même dire certaines vérités, les gars. Le niveau des gardiennes D1 féminine. Mais non. Mais ça progresse. C'est le vrai talent d'Achille de ce sport. C'est vrai. Franchement, le niveau des gardiennes en D1 féminine, je veux bien vendre, il n'y a pas de souci. Elles ont progressé. N'oublie pas les gardiens comme ils étaient dans les années 60-70. C'est le poste qui se développe le plus tard. Et c'est vrai qu'avec Tom, on aime bien dire que quand tu regardes les Coupes du Monde dans les années 70, il y a des mecs qui vont à 200 à l'heure, qui vont vite tactiquement déjà, qui font des trucs qu'on voit encore aujourd'hui. Mais c'est vrai, et les gardiens des premières Coupes du Monde, ils sont dramatiques. Donc c'est toujours le poste qui se développe le moins vite. Voilà. On s'excuse donc. Oui, merci de ce qui a été dit. C'était pas misogyne, c'était une constatation sur le niveau aujourd'hui de certaines gardiennes de D1. En tout cas, j'ai l'impression que ça reste un truc de gaucher, les corners entrants. C'est possible, ouais. Une faculté en plus. C'est vrai. Mais on dit qu'ils sont plus fins. J'ai pas de stats, techniquement. Allez, évoquons tout de suite ce sujet foot avec un petit mot de tennis. C'était le début de l'Open d'Australie cette nuit. Un Open d'Australie qui a commencé sans notre ami Novak Djokovic. Et oui, ça y est, c'est la fin du feuilleton Novak Djokovic. Ça aura duré quand même plus d'une semaine. La semaine dernière, j'étais venu là pour vous en parler. Djoko était plutôt confiant parce qu'il avait réussi à annuler son annulation de visa. Finalement, ça a été rejeté ce 16 janvier par la Cour. Et du coup, il a dû faire ses bagages. Il est rentré à Belgrade aujourd'hui. Il peut même être privé jusqu'à 3 ans de territoire australien. Donc, une brave catastrophe pour Novak. Un feuilleton qui ne va pas lui faire du bien à son image. Tout dépend de quel côté on se place, évidemment. C'est toujours le principe des débats. Mais parce qu'on sait qu'en Serbie, par exemple, il a repris, déjà c'était le héros national, aujourd'hui il est encore plus haut. Mais en tout cas, pour sa carrière, ça fait poser pas mal de questions, mine de rien, parce qu'il est, on le sait, en quête de ce titre de GOAT. Ouais. Et pour être le GOAT, il faut avoir le plus de grands chelems que tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, il est à 20 à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal. Et la question se pose parce que ce matin a été annoncé que Roland Garros se jouerait si les joueurs étaient vaccinés. Ça a été annoncé par le ministère. Mais ce matin aussi, Roxana Maracineanu, Bravo. Merci, la ministre du Sport, a aussi évoqué la possibilité d'une bulle sanitaire pour les joueurs non vaccinés. Donc écoutez, pour l'instant, rien n'est dit si Novak va pouvoir faire l'Open d'Australie ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis. Roland Garros, tu veux dire l'Open D'ailleurs, c'est pareil, mais c'est pareil à l'US Open, évidemment, dans l'État de New York, où on ne peut pas jouer si on n'est pas vacciné. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. L'US Open, il ne peut pas prendre l'avion donc, en direction des États-Unis, donc il ne pourra pas y aller. On sait qu'il y a aussi les 2 premiers Master 1000 qui se passent aux États-Unis. Évidemment, là, il ne pourra pas y aller non plus. Donc, mine de rien, c'est pas cadeau. Pas cadeau pour un mec qui est en pleine bourre. Imaginons juste que Rafael Nadal en prenne un cette année à Roland-Garros. Bref, les cartes sont peut-être rebattues pour ça peut faire Novak. une saison blanche même pour blanche, Novak Djokovic. Sur les grands chelems en tout cas. Il pourrait aller à Wimbledon, mais il faudrait qu'il y ait 10 jours d'isolement. Il s'est inscrit à l'Open 13 de Marseille. Où il sera Tu sais que c'est marrant ce que tu dis. Hier, le directeur de l'Open 13 de Marseille, qui a lieu dans quelques semaines, je crois, quelques jours, s'est exprimé, je crois que c'est sur antenne de RMC, et on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que vous accueilleriez Novak Djokovic? Il a dit absolument pas. Il a dit absolument non, parce qu'il a dit, il y a des règles aujourd'hui qui sont valables pour tout le monde et je vois pas pourquoi on ferait d'exception pour Novak Djokovic. C'est un truc à mettre en avant alors, sur le côté l'Australie, comme souvent sur ce type de questions, à poser ses baloches. Il n'y a pas de pitié pour les restas, il n'y a pas de pitié pour les artistes. Si tu n'es pas dans les règles, et en plus, il y a le fait quand même qu'il est un peu menti. Novak Djokovic, quand même, dans cette histoire, c'est quand même terrible. On rappelle qu'il a 9 titres en Australie. Que le but c'était d'aller chercher un 10e qui mettait quand même sur le toit du monde. Donc j'imagine qu'il doit bien avoir les glandes, notre ami Novak. C'est l'équipe qui disait que le ministre australien était un peu en délicatesse en ce moment avec le peuple et qu'il en a profité de cette affaire pour se redorer un peu son image. Donc c'était un peu une affaire d'État. Sacrée histoire. Et ce sera peut-être c'est une première pour le moment en tout cas dans le sport. Enfin c'est une première. Vous avez quelques cas en NBA, vous en avez parlé la semaine dernière, mais on verra ce qui se passera aussi peut-être dans d'autres disciplines. C'est peut-être que le début en tout cas de ces affaires de vaccins. Un petit mot de sport US, mon Polo. Je me retourne vers toi parce qu'il y a le début des playoffs NFL qui ont commencé. Forcément, tu étais branché sur ta télé hier, l'équipe 21 qui retransmet. L'équipe 21 a retransmis le match de vendredi soir où les Bengals sont allés battre les Raiders. C'est un très beau match. Je vous donnerai un résultat tout à l'heure un peu globaux des wildcards, justement, avant les vrais divisional rounds et les demi-finales de conférence qui seront donc la semaine prochaine. Mais avant de ça, je voulais qu'on fasse un petit focus sur un match. Donc c'était Dallas contre San Francisco, donc les Cowboys contre les 49ers, peut-être l'affiche la plus célèbre en NFL, le plus classique, une rivalité assez folle entre les deux équipes. C'était les deux équipes sur le papier de ces wildcards les plus proches en tout cas, et ça nous a donné un match assez fou, assez serré.
avec une première mi-temps complètement dominée par les Niners et Jimmy Garoppolo, le quarterback. De l'autre côté, les Cowboys un peu dépassés, notamment Dak Prescott, le quarterback adverse, complètement laissé à l'abandon par sa ligne, mais qui arrivait sur quelques coups de génie. On voit les belles photos de Dak Prescott. C'est hyper bien illustré parce qu'il a subi ça pendant tout le match, notre pauvre ami Prescott, c'est-à-dire des défenseurs qui lui ont cassé les couilles, pardon l'expression, ça m'a un peu échappé, et qui l'ont vraiment enquiquiné. Je suis désolé, ce masque me gêne horriblement. Il m'empêche de respirer tout simplement, donc c'est pas pratique. Hein. Il va finir bleu marine à côté. Il tombe et tout, il est insupportable. Mais donc voilà, ça nous a donné un match hyper serré et jusqu'à la dernière possession. Alors attends, avant ça, excusez-moi, je vous ai pas parlé d'un truc. C'est la manière dont ça a été retransmis. C'était diffusé sur quelle chaîne, messieurs? Nickelodeon aux États-Unis. Ouais. Ils font ça une fois par an. Quoi. C'est pas pour les gosses, c'est pour les gosses. Et en fait, pendant tout le match, si tu décidais de regarder ça sur ce canal, et Jeanne va nous montrer les petites vidéos après. Si tu regardais ça, tu n'avais que des petites animations, un peu d'After Effects en 3D. Déjà, on voit sur les synthés et tout. Dès que tu tapais un coup de pied entre les perches, tu avais Bob l'éponge qui faisait la gueule, mais dès que le ballon passait, Bob l'éponge faisait un grand sourire. Enfin voilà, c'était, tu vois, on le voit sur tous les synthés, sur tout l'habillage et tout. C'était comme ça tout le match. Comment tu trouves ça, toi? Parce que c'est pas la première fois, on se souvient l'année dernière, ils l'ont fait, tout le monde en parlait, mais toi, comment tu trouves ça? Il y avait la Panthère notamment. Ils l'ont fait. La Panthère, c'est autre chose. C'est vraiment la vidéo de présentation des Carolina Panthers. Là, c'est vraiment très. Mais c'est joli. Moi, je trouve que la DA est jolie. Il n'y a pas de raison de critiquer en vrai. Il y a zéro raison de. Enfin, là, ça n'apporte strictement rien. Tu peux trouver ça relou. C'est marrant. C'est une belle prouesse technologique, on dira. Les coups de pied où il faut passer dans la tête de Bob l'éponge, on aime, on n'aime pas. Mais ce qui était dramatique, c'était surtout les commentaires avec une jeune fille qui ne suit pas du tout le foot US qui était là. On avait un commentateur, Ned Burleson, justement, qui est un ancien des Cowboys, qui était là aussi, mais qui avait un ton très enfantin, etc. Tout était très enfantin, c'était très didactique. Donc forcément, pour les aficionados, ça n'a pas plu du tout. Donc voilà, c'était la petite touche un peu marrante. Et ce match est allé jusqu'à la dernière possession. Un truc assez improbable. Il reste, je crois, une quinzaine de secondes. Et là, voilà, Dak Prescott décide de courir. Du coup, le chrono ne s'arrête pas. Regarde, le chrono continue. Il faut se replacer vite. C'est ce que la ligne fait. Et là, l'arbitre, il pousse tout le monde et tout. Il touche le ballon parce que l'arbitre doit toucher le ballon avant de remettre en jeu. Hop, Dak Prescott récupère le ballon. Il le jette pour couper le chrono. Mais à cause de cette gêne de l'arbitre, le chrono avait déjà été dépassé. Donc voilà, c'est fini ça. Ça a été fini. Donc, est-ce que c'est de la faute de l'arbitre qui se pousse ou est-ce que c'est de la faute de Dallas qui n'a pas laissé assez de place pour l'arbitre, qui n'a pas donné directement le ballon à l'arbitre, qui ça aurait pu leur faire gagner au moins 2-3 secondes. Résultat, ça s'est joué à quelques dixièmes, le temps que Dak Prescott jette la balle par terre pour arrêter le chrono. Et le chrono était déjà éteint, donc ça a fait beaucoup polémique, surtout chez les fans des Cowboys. On sait qu'ils sont très nombreux aux États-Unis. On voit l'action là, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire lui qui replace. Non, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et l'arbitre, elle est incroyable. La phase, comment il arrive en courant, en gros, c'est nimp. C'est assez incroyable. Et en fait, ce que les gens reprochaient à Dak Prescott, du coup, le numéro 4 des blancs qu'on voit des Cowboys, c'est d'avoir couru. Et si tu cours, tu n'arrêtes pas le chrono. Et là, c'est mieux vaut tenter une passe, etc. Mais en soi, c'était pas mal joué parce que si Prescott arrive à couper le chrono à une seconde de la fin, il est à 20 yards de la end zone et il peut tenter une passe, entre guillemets, que j'appelle facile. Il est dans la red zone, donc c'est très proche quand même de la ligne de touchdown. Et il augmente ses chances de gagner le match. Donc c'est dommage, ça s'est joué à quelques dixièmes. Mais moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Donc la plus belle affiche d'hier soir, c'est celle qui nous a donné le final, la plus belle affiche de ces wildcards, c'est celle qui nous a donné le plus beau final, mon Manolo. Ok, pas de souci. Je vais faire un petit point sur les autres scores. Patrick Mahomes et Tom Brady, qui étaient au Super Bowl l'année dernière, ont démonté leurs adversaires. Les Chiefs ont battu les Steelers et ont sûrement envoyé Ben Roethlisberger. Erwan, ça doit te parler, ça, les noms un peu à l'ancienne comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Big Ben, bien sûr. Big Ben, merci. Big Ben a sûrement joué son dernier match de la saison hier, battu par Patrick Mahomes, qui a été intraitable, notamment au bout de la deuxième mi-temps. Il déroule toujours là, cette équipe-là. Un peu plus de manches régulières, mais là, on voit qu'à l'orée des playoffs, ça déroule. Pareil pour les Buccaneers qui ont démonté les Philadelphia Eagles. Les Bills aussi ont fait forte impression. Les Bills qui joueront les Chiefs de Patrick Mahomes, ce sera le match à suivre pour moi la semaine prochaine. On l'a dit tout à l'heure, les Bengals ont battu les Raiders de Tuture, ça lui fera pas plaisir. Et le dernier match dont on n'a pas parlé, il est ce soir. Les Los Angeles Rams face aux Arizona Cardinals. Deux de mes équipes préférées de la saison. Ça va être un match assez incroyable. Je vous invite à jeter un œil demain matin
sur YouTube, il y aura un petit résumé et je pense que ça vaudra le coup parce que je sais que vous n'avez pas regardé ça en live. C'est un peu tard. Pourquoi pas? C'est à 2h30, Tom. Ouais, moi, 2h30, si t'es debout à 2h30, tu regarderas la NBA. En sortant de la libre antenne, tranquillement, tu vois. C'est vrai, il reste que 2 heures avant le début. On attend, tranquillement. Monsieur M. Caldet. Rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour les demi-finales de conf et que des gros matchs. Là, ça va être intéressant. Il y a des horaires plutôt potables, autour de 22h normalement pour certains matchs, donc ça va être cool. Plus facile pour la vie de famille, bien évidemment. Merci Polo, en tout cas, pour toutes ces belles promesses. Tom, je me retourne vers toi parce qu'une autre info sport US, c'est la blessure, bien sûr, de Kevin Durant, qui est out pour 4 à 6 semaines. C'est ça les infos? Ouais, absolument. C'est la tuile pour les Brooklyn Nets qui sont privés un match sur 2 de Kyrie Irving, l'une des 3 stars des Nets, justement. Et bien, sur une action plutôt anodine, Bruce Brown Jr., l'un de ses coéquipiers, se retrouve englué dans une action où il tombe par terre, en fait, et touche. Frôle presque le genou de Kevin Durant sur l'action, franchement totalement anodine. On voit Kevin Durant qui sautille, qui a mal. Sauf que le problème, c'est qu'après l'IRM, le coup près tombe et sa blessure, c'est donc une entorse du ligament collatéral médial du genou. Jamais entendu parler de cette blessure. Malheureusement, ça va lui faire manquer de 4 à 6 semaines. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a tellement de blessés, d'histoires, de machins et d'absents surtout, que le fond de jeu a du mal à se faire connaître du côté des Nets. Alors, on aime bien parler de Steve Nash, mais pour le coup, quand tu n'as pas tes joueurs, c'est difficile de mettre des choses en place. Donc c'est très compliqué pour Kevin Durant, donc, qui fait une saison de MVP. Il est souvent cité avec Steph Curry comme le meilleur joueur de la saison et souvent cité comme le meilleur joueur du monde depuis quelques années. Le gros souci, Manolo, c'est que dans un mois, on part aux States et qu'on est censé aller voir New York Knicks contre les Brooklyn Nets et qu'on va pas voir Kevin Durant. Voilà la grosse info First Team, c'est que on est dans la merde pour ce match. Bon, ça va être quand même cool, mais bon, moi je voulais voir Kevin Durant, qu'on a eu de la chance de voir au Star Game, mais ça n'a rien à voir. Peut-être revenu avec une guérison. 4 à 6 semaines, on est pile. Moi, j'y crois. S'il est sur le terrain, c'est que. Ça veut dire que on peut être bon dans le timing. Et connaissant la non-chatte de notre ami là, le Black Cat, moi je pense qu'il va être prolongé. Méfie-toi qu'il ne file pas le Covid d'ici là, sinon personne ne part. Il l'a déjà fait une fois. Si on le voit à l'échauffement, c'est déjà bien. Tu vois, on va le voir shooter un peu. Tu vois, on en est là quoi. Après, attends 2-3 infiltrations, c'est réglé. Si je le croise dans le métro, on s'en bat les couilles. C'est une affiche de lui en face du Garden, c'est tout comme. Casse-toi. Vous devenez aigri. Non, franchement, on est dégoûté parce que parmi les choses qu'on voulait voir, il y avait les Knicks, on voulait voir Evan Fournier et Kevin Durant, ça faisait partie des grosses attractions de notre voyage Sport US Travel. Bon, franchement, c'est une tuile et alors certains disent que comme c'est l'un des plus gros temps de jeu de toute la NBA, ça lui permettra de recharger les batteries. mais en tout cas de faire un temps de repos parce que voilà exactement ce qu'il faut pour cette équipe de Nets, c'est d'arriver à 100% pour les playoffs en NBA, c'est vraiment l'objectif principal. Donc voilà, essayons de voir le verre à moitié plein. Et après le problème de ces Nets, c'est que c'est quand même une équipe vraiment sans fond de jeu, à qui manque vraiment. C'est pas beau, mais ça se repose sur des individualités très fortes. Tu sais que tu as Kyrie Irving qui est revenu, mais qui joue que la moitié des matchs, encore une petite moitié des matchs. On sait que James Harden peut aussi rater des matchs. Là, tu perds quand même ton leader Kevin Durant pendant minimum un mois. On peut voir le verre à moitié plein de Tom et se dire que ça va lui permettre, notamment à Kevin Durant, de se reposer. Moi, ce que je vois, c'est une équipe en recherche de repères et qui n'en a toujours pas. Les playoffs se rapprochent, ça va venir vite. On ne sait pas qui sera dispo, quand. Pour l'instant, il y a des petits bobos partout. Il y a des indisponibilités de part et d'autre. Je suis pas. C'est encore un truc qui fait que je suis pas du tout rassuré pour ces Nets. L'avantage, juste Polo, c'est qu'ils vont jouer la majorité de leurs 15 prochains matchs à l'extérieur. Donc il y aura beaucoup de Kyrie. Beaucoup de Kyrie. Pour aligner Harden et Kyrie Irving. Mais bon, ça reste très compliqué. Et surtout que le verre moitié plein, c'est que Durant va pouvoir se reposer parce qu'on lui tire beaucoup dessus depuis le début de saison. Le gros problème, le verre moitié vide, c'est que ce trio-là a même pas 20 matchs en 15 l'année dernière et 2 cette année. Voilà, ils ont même pas 20 matchs de vécu collectif. Alors on a vu que quand les trois étaient ensemble, leur talent individuel pouvait suffire. Même pour gagner le titre. Mais je sais pas ça, honnêtement. C'est une théorie qui s'entend. C'est une théorie qu'on peut avoir. C'est la mienne d'ailleurs. C'est la mienne aussi. Aujourd'hui, et ça serait incroyable de voir ça. Maintenant, il y a quand même de plus en plus d'interrogations sur ce fait-là, parce qu'il y a quand même des équipes en face qui sont huilées collectivement, et ça reste un sport co quand même. Donc, et c'est pas leur entraîneur qui va leur trouver des solutions autres que leur individualité. Donc, on est d'accord. Donc voilà, je sais pas, c'est curieux. En tout cas, pour l'instant, ce monstre à 3 têtes qui a été créé il y a 2 ans, il y a un an, on reste sur notre fin, quoi. Non, il y a un an pile. En janvier 2021. Ah ouais, 3 têtes, non, avec Harden, pardon, c'est vrai, un an. Puisqu'on parle. Pourquoi c'était qui le troisième? Non, en fait, je pensais quand Kyrie et Durant. LeBron, Kyrie, Kevin Love. C'était Jarrett Allen. C'était Jarrett Allen. Aux Cavs. Pardon?
Tu veux dire un truc, Polo? Sinon, ça va, bonsoir. Puisqu'on parle de basket, les gars, juste un petit mot quand même sur le retour d'Axel Toupane. Bien sûr, le poteau, qui a quitté les États-Unis et qui a fait gagner Paris quand même. Alors lui, Axel Toupane, le champion NBA en titre avec les Milwaukee Bucks, qui était reparti cette année en G-League pour espérer retrouver pourquoi pas un spot en NBA. Et finalement, Axel a décidé de signer au Paris Basketball. Il y a 10 jours que la news était tombée. Ce week-end, samedi soir, à la Halle Carpentier, il a fait sa énorme première, donc, parce que Paris Basketball recevait le leader, les Metropolitans, les Boulogne Metropolitans. Donc Paris Basket qui est un petit peu en galère dans cette saison, 14e du championnat, qui joue clairement le maintien. Et honnêtement, Paris Basketball, avec l'effet Axel Toupane, a réussi à s'offrir le leader dans ce derby parisien. C'était très cool d'être à la salle. Axel a été très bon avec 16 points, 3 sur 4 à 3 points, 19 dévals et 6 rebonds. Il n'a pas forcé. C'est sérieux. Il n'a pas forcé. Il a été très adroit, mais je pense qu'à terme, il a commencé sur le banc aussi parce que on ne peut pas tout chambouler d'un coup, mais je pense que très rapidement, Axel va s'installer dans le 5 et surtout va gonfler ces stats-là. Honnêtement, il a mis 16 points dans une tranquillité, dans une facilité. Ça se voit qu'il vient d'arriver, il n'y a pas encore énormément de systèmes pour lui. De toute façon, même quand il y a des systèmes avec le meneur de jeu qu'à Paris Basketball, de toute façon, peu importe, il ne les joue pas. Mais je trouve que c'est un vrai ajout, une vraie plus-value pour cette équipe qu'on aime suivre. Je pense qu'avec Axel Toupane et un Kylo Quinn qui a été élu meilleur homme du match, face au Paris-Levallois, Boulogne, Boulogne, ouais. Ils ont changé 8 fois de nom. Soit tu dis Métropolitans 92, soit Boulogne-Levallois. Métropolitans. Boulogne-Levallois, Reuilly. Et si tu dis la CBB, je suis aux anges. Victoire quand même très importante. Je pense qu'avec cette belle signature, Paris Basketball va s'assurer. J'ai une autre question par rapport à ça. En vrai, tu me parles d'assurer le maintien, mais avec Axel Toupane, t'es pas en droit de dire que l'équipe change complètement de dimension. On rappelle qu'on est qu'à la moitié du championnat. Alors, on est qu'à la moitié du championnat. Ils sont pas si loin plus de la 8e place qualificative pour les playoffs. Maintenant, il y a du taf quand même à faire. On sait que c'est une équipe de coups qui avait déjà battu l'Asvel à domicile cette saison. On sait que c'est une équipe aussi qui a pris des pilules terribles. Le Portel, bon dernier du championnat, était venu à Paris Basketball de 30 points. Contre Rouen, nous. Ils sont allés prendre une énorme doudoune à Limoges sur les antennes de Beansport il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère qu'avec Axel Toupane, ils vont gagner un petit peu en régularité, essayer d'enchaîner quelques victoires et pourquoi pas accrocher une 8e place pour enchaîner les playoffs. Mais je crois que la priorité des priorité aujourd'hui pour le projet, c'est de se maintenir. Maintenant, effectivement, tu as raison, Tom, ils ne sont pas non plus, quand on regarde le classement, complètement à la ramasse. Ils sont un peu loin, si je te donne le truc. Sachant qu'il y a des équipes comme Bourg-en-Bresse et tout qui sont déjà aussi en retard sur leur projet, sur leur timeline, leur calendrier. Nanterre, 8e, 7 victoires, 6 défaites. Alors effectivement, Paris est 14e à 6-10. Le but, c'est de se retrouver à l'équilibre. L'équilibre, t'es tranquille. Mais c'est pour ça que je te dis changer de dimension. C'est que, tu viens de le dire, t'as un champion NBA qui taffe en G-League, qui a clairement le niveau NBA. Sur ce premier match, il force pas, il est clairement au-dessus. Pour moi, l'équipe, elle doit changer de dimension. Là, il faut enchaîner les victoires. Tu joues contre Nanterre dimanche, il faut enchaîner les victoires. Il faut enchaîner les victoires. Derby parisien qui leur a donné des ailes. De nouveau un derby parisien. C'est dimanche prochain à 15h, c'est ça 15h15. À 15h15, donc à la Halle Carpentier, nouveau derby parisien face à Nanterre qui est un solide 8e du championnat. Il faudra faire un nouveau coup. C'est bien d'enchaîner une deuxième victoire à domicile et après, il faudra... Et souvent, les équipes se construisent à l'extérieur. Donc, on va suivre un petit peu cette fin de saison de Paris Basketball. Mais je vous dis, en ce moment à Paris, allez voir les matchs dans les salles entre Nanterre, les Metropolitans 92 et Paris Basketball. Vraiment, c'est souvent plein qu'il n'y avait pas d'équipe à Paris et autour de Paris. Là, je peux vous dire, vous avez que l'embarras du choix. Des équipes et des beaux joueurs, bien sûr, à retrouver. Merci pour ce mot, en tout cas sur la Betclic Elite. Les gars, je vais moi toucher un petit mot à titre perso sur le handball, mais j'ai vu pas mal de messages là concernant Lewis Hamilton. J'allais te poser la question. Le fameux silence, donc on va en parler. On va prendre juste 30 secondes parce que c'est marrant. La semaine dernière, on a allé prendre un petit peu les infos auprès de gens qui travaillaient auprès de la FIA avant, qui désormais travaillent notamment à la promotion du Grand Prix de France et chez Alpine. Donc les petites infos, Lewis Hamilton, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de médias qui font un peu le buzz ces derniers temps en expliquant que si on n'entend pas Lewis Hamilton, c'est parce qu'il devrait prendre sa retraite, parce qu'il est dégoûté de ce qui s'est passé du côté d'Abu Dhabi. On a même entendu que Pierre Gasly pourrait le remplacer du côté de chez Mercedes. Ne croyez pas tout ce que vous lisez et tout ce que vous entendez sur le sujet, puisque Lewis Hamilton a dit et déclaré qu'il resterait silencieux. Alors, il est en pleine préparation, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire, mais je pense qu'il a besoin aussi de digérer cette grande et lourde défaite. Mais en tout cas, il a d'ores et déjà promis qu'il attendait les conclusions de l'enquête de la FIA concernant les événements d'Abu Dhabi pour pouvoir réagir dessus. Cette enquête, elle devrait intervenir normalement au mois de mars prochain. Donc, on devra avoir des nouvelles de Lewis Hamilton au mois de mars prochain. Toto Wolff avait déjà
plus ou moins laissé entendre que Lewis Hamilton honorerait son contrat de 2 ans qui lui reste bien sûr du côté de chez Mercedes. Ne croyez pas toutes les rumeurs. Et petite précision, vous avez sans doute entendu aussi qu'Alain Prost quittait l'écurie Alpine, tout comme Martin Budkowski, le directeur exécutif de Alpine. En effet, là encore une fois, les pistonnés ont enquêté, les amis, et il s'agirait de soucis, notamment avec Rossi, le patron de la firme Alpine, qui prendrait un petit peu de place dans cette équipe Alpine, qui aurait tendance à vampiriser un petit peu le pouvoir de chacun. Et donc, ça explique donc le gros départ et le gros ménage au niveau du board d'Alpine. Alpine qui devrait officialiser dans les heures qui viennent Otmar Szafnauer, excusez-moi pour l'expression, qui était l'ancien patron de Aston Martin et qui viendrait avec un tout nouveau sponsor titre pour l'écurie Alpine, serait normalement teinté un petit peu de rose. Voilà pour les infos, en tout cas. On y reviendra avec le retour des pistonnés. On va pas changer de couleur quand même, la voiture est super belle. Et il y aura du rose sur la voiture normalement. C'est terrible ça. Bleu, blanc, rouge, rose. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Ce sera peut-être un liseré, ce sera peut-être une livrée un petit peu plus rose que prévu. Parlons du hand, les gars, parce que ce soir, il y a un gros match, le 3e et dernier match de l'Euro de hand, en tout cas dans le tour préliminaire pour l'équipe de France. Des Bleus taille patron dans ce début de compétition, notamment après tous les soucis connus en préparation, on en avait parlé, notamment dans cette émission. Une entrée convaincante avec le classique France-Croatie dans une salle acquise aux Croates, mais avec une équipe croate privée aussi également de certaines de ses stars. Jamais les Croates n'ont d'ailleurs pu renverser ce match, malgré leur défense très agressive dans ce premier match. Il y a eu un petit peu de déchets dans le jeu des Bleus, mais le rouleau compresseur que l'on a vu notamment du côté de Tokyo cet été, et une base défense gardien toujours aussi solide grâce à l'excellent Karl Conan. Si je parle de Karl Conan, parce que Paulo nous en a parlé la semaine dernière dans cette émission, et que ça fait partie des jeunes pupilles, en tout cas qui... je sais pas pourquoi, mais en tout cas des jeunes de la jeune relève qui nous régalent, et de ce réservoir vraiment impressionnant du côté de l'équipe de France de hand. Des Bleus qui n'ont fait ensuite qu'une bouchée de l'Ukraine 36-23, malgré l'absence de Nikola Karabatic ménagé. C'est Romain Lagarde et Thibaut Briet qui ont amené une alternative intéressante dans l'animation offensive, notamment sur le poste d'arrière gauche. Et donc ce soir, 20h30, France-Serbie. Alors, la Serbie, c'est assez particulier parce que c'est vrai que c'est un beau nom du handball, mais la Serbie reste sur une décennie disette, notamment depuis la médaille d'argent, je crois, à l'Euro 2012. À l'époque, des Serbes même pas qualifiés, on s'en rappelle, aux derniers Jeux Olympiques. Bref, méfiance. Les Bleus ont buté sur les Serbes quand même en prépa. On se rappelle, un match nul et une défaite. Alors la revanche, la 3e, ce sera pour ce soir. On espère une victoire des Bleus. Les Bleus qui doivent l'emporter forcément, mais ils peuvent se permettre d'une défaite de pas plus de 7 buts d'écart pour pouvoir passer au prochain tour. Alors le format de l'Euro de handball, c'est très compliqué. Tu gardes tes points pour le tour principal, donc il faut gagner. Il faut gagner pour ne pas prendre de risques. Oui, c'est à peu près pareil. Ouais. Il faut exactement, sachant que les Serbes peuvent encore se qualifier aussi sur la deuxième phase, en tout cas de cette compétition. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images, si vous avez lu un petit peu certaines choses, les gars, sur cet Euro de hand. En tout cas, c'est Bleu qui rassure malgré toutes les embûches qu'ils ont eues en prépa. Ce qui est intéressant, c'est cette jeunesse et c'est ce réservoir qu'a cette équipe de France. On avait des doutes avec beaucoup de blessures avant cette compétition. Beaucoup de blessures, beaucoup de bobos par-ci par-là. Et on voit que cette équipe de France, on l'a vu un peu contre la Croatie, et on l'a vu surtout assurer, cette jeune garde assurée contre l'Ukraine. Et ben c'est rassurant, c'est déjà rassurant pour cette compétition, et c'est aussi rassurant pour l'après Karabatic et toute cette génération-là. Donc même si pour l'instant il est difficile de se faire une idée de ce que va donner cette équipe de France, notamment pour les phases finales qui vont arriver, ce qui est déjà rassurant, c'est de voir que le présent, le futur est déjà presque assuré avec une génération encore une fois hyper talentueuse, et ça c'est cool. Exactement, et c'est plutôt réjouissant. On suivra bien sûr cet Euro tout au long des semaines, bien sûr sur House of Sport, et on vous tiendra au courant. On espère franchement un titre bleu, une belle aventure en tout cas qui nous régale, hein, franchement. Je viens de voir une truc, je vous la donne parce qu'on parlait de foot féminin, c'est en direct. L'équipe du FC Barcelone féminin vient d'annoncer que le Classico face au Real va se jouer à guichet fermé. 85 000 billets ont été vendus au Camp Nou. Ce sera le record peut-être pour un match féminin. C'est clairement un record, je pense. Mais c'est une incroyable stat. C'est incroyable, bravo. Comme quoi la ferveur du foot, toujours ça régale. Exactement. Voilà en tout cas pour les news, les gars. On se quitte sur une dernière image. Enfin, on se quitte pour mieux revenir, bien évidemment. L'image de la semaine. Vous l'avez tous vu hier, je pense, puisqu'on va parler de Cannes dans quelques instants. L'image de la semaine, voilà, je vous la propose. Regardez un petit peu, Badra. Ali Sangaré, le malheureux gardien ivoirien, vous allez le voir, qui s'est rendu coupable d'une grossière erreur à la dernière minute du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Vous allez voir ça. Regardez, il va pour capter le ballon. En fait, il empêchait ce ballon. Il voulait empêcher ce ballon de sortir en corner.
Résultat, eh bien, c'est la boulette, ou pas d'ailleurs, peut-être pas aidé par cette pelouse, je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Il s'est blessé, le garçon. On parlerait peut-être d'une possible rupture des ligaments croisés. Ça change tout quand même dans les ruptures, parce que c'est quand même la risée des Bien réseaux. évidemment. Alors, c'est vrai que c'est à chaud, tout le monde s'est moqué de lui, et c'est vrai que quand on voit les images, et notamment l'impact du genou par terre, on voit bien que cette pelouse... Même le joueur qui marque. Exactement. Il joue sur du sable. On voit bien que cette pelouse est très 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 compliquée. Alors, comble du malheur, ce pauvre garçon qui est malheureusement qui a été la risée des réseaux. On a appris aussi également ce matin qu'il avait perdu son papa aussi également hier. Une triste journée en tout cas pour Badra Ali Sangaré, qui a été remplacé, parce que tous les changements avaient été effectués, et a été remplacé par Serge Aurier. Serge Aurier qui a pris les gants, qui a fini le match. On pensait que les Ivoiriens tenaient ce match. Finalement, ils ont dû partager les points avec la Sierra Leone, qui est l'une des grandes surprises, on peut le dire, de cette CAN 2021. Voilà les gars. Manu, on a une image plus légère de ski, parce que tu me l'as montré et je veux absolument qu'on la regarde. Quand on parle de chute un peu rigolote, bon, il s'est pas fait mal, je crois. J'espère, mais vous allez voir ça, c'est incroyable. Et il continue de tourner. Bon, il sait qu'on devrait pas rire. Non, mais il s'est pas fait parce que je l'ai vu aussi, et justement, tu peux te poser la question, c'est hyper spectaculaire. Mais il s'est pas fait mal. Ouais, il retombe bien. Il a eu combien du coup Je sais pas. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que ces gens ont l'habitude de chuter et de s'envoyer des énormes chutes aussi. Donc, et fou, c'est qu'il s'arrête pas de tourner. Après, il est lancé dans le mouvement. Après, il se laisse. Tu sens qu'il y a une maîtrise quand même, qu'il se laisse aller. Mais surtout, il déchausse au moment du saut. C'est le pire moment. Il a mal fait se lasser, le gars. Voilà pour l'autre image, bien sûr, qui prête à sourire, mais on en sourit parce que justement, notre ami va bien, et c'est bien l'essentiel. Avant de passer au mot de Tom, avant de parler de la CAN, avant de revenir sur les propos de Patrice Evra, et bien sur Naïsna, je propose de marquer une petite page publicité, où vous allez apprendre des choses. Ouais, parce que je vous ai pas tout dit, mais on devait vous faire une petite publicité pour NordVPN. Vous savez, le VPN le plus rapide selon les évaluateurs, grâce à sa vitesse, des serveurs de 10 gigasecondes, Mais on a décidé de faire mieux que ça. Je vais pas vous rappeler qu'en prenant bien sûr NordVPN, vous disposez aussi des programmes préférés de Polo, à savoir CyberSec qui bloque notamment les sites malware et spyware, de Dark Web Monitor qui vous alerte si vos données sont notamment sur le Dark Web. Je vais pas vous rappeler non plus qu'avec NordVPN, vos données ne sont pas surveillées, enregistrées, conservées, documentées ou transmises à des tiers, même bien sûr lorsque vous êtes recherché. Non, à la place de tout ça, on a choisi d'insister sur le fait qu'avec 5100 serveurs dans 60 pays différents, vous pouvez faire un petit tour du monde des meilleures émissions sportives autour du globe. Et voilà. Et du coup, Erwan, tu as quelques tips à nous donner, quelques tips d'émissions sport comme ça que vous pourrez désormais suivre grâce à un accès NordVPN sans être bloqué notamment par les règles de diffusion géographique. Ah oui, si on a envie de voir autre chose que le Canal Football Club ou Téléfoot ou Stade 2, ou d'autres choses en tout cas. On a envie du coup. Vas-y. C'est vrai que des fois il se passe, surtout que maintenant quand même quasi les gens comprennent de plus en plus l'anglais, l'espagnol ou autre. Eh ben on peut aller dans le monde un peu grâce à NordVPN, aller voir des émissions. Je me suis pris 4 émissions. Toi t'en as pris une aussi sur la Formule 1. Et vas-y, on commence avec la Formule 1. Parce qu'après tu vas voir, j'ai des trucs bien qui vont te faire marrer. Et ben c'est un petit conseil, c'est que du coup grâce à ce super boîtier, vous pouvez suivre Sky Sport qui a une chaîne dédiée en fait à la Formule 1 du côté de l'Angleterre avec des consultants, des éminents consultants qu'on aime beaucoup, Johnny Herbert, Damon Hill, notamment Martin Brundle pour pas les citer. Martin Brundle, exactement, ça ramène un petit peu à l'enfance. Et franchement, ce Sky Sport, c'est très sympa parce qu'il y a énormément de documentaires que vous avez en avant-première. On rappellera aussi beaucoup de ces documentaires que vous retrouvez ensuite sur la F1 TV, parce que Sky Sport donne du contenu, bien sûr, à la F1 TV. Vous les avez en primeur à partir de ce moment-là, sans avoir besoin d'avoir justement votre passe F1 TV. Et surtout, les jours et week-ends de Grand Prix, c'est des antennes dédiées de 9h jusqu'à 20h, avec du contenu exclusif autour, bien sûr, de la compétition. Franchement, c'est assez unique au monde ce qui se passe sur Sky News. Alors, on se félicite souvent du travail qui est fait par Canal en France. Franchement, Sky News, c'est des palettes qui vont encore un petit peu plus loin, des infos vraiment sympas. Et aussi, il faut le dire, des interviews où les pilotes sont moins dans la langue de bois que ce qu'on peut voir dans d'autres médias. Donc voilà, ça fait partie des propositions que vous pourriez récupérer, notamment à travers la Formule 1. Tu nous parles de Sky. Moi, je vais rester sur Sky. C'est Sky Showcase cette fois-ci. Ouais. C'est une émission qui s'appelle Soccer AM. Et c'est Matt Bullard, un ancien joueur de foot, ça vous parle, qui vient en jean, petite Converse, peinard, et qui ramène chaque fois des anciens joueurs de foot. Et ils se font faire des défis avec des volets à mettre dans des lucarnes. Il y a toujours le même gardien.
Ils se font, et ça dure 1 heure, 1 heure et demie, ils se font des fous rires. Et Matt Bullard lui-même se fait des défis avec ses invités. Il y a un petit public, et donc quand ça met des volets dans les lucarnes, ça court, ça se jette dans le public et tout. C'est bon esprit, c'est bonne ambiance. Ça se prend pas au sérieux, ça glisse tout seul. Et donc, effectivement, on peut pas le voir en France, mais avec un bon NordVPN, vous pouvez avoir ça sur Sky Showcase. Donc, de toute façon, sur Sky, sur cette chaîne anglaise, il y a beaucoup de choses à faire. Après, nous, forcément, amateurs de basket américain, de NBA ou de sport même américain, il y a une émission que j'adore, moi, c'est sur ESPN, ça s'appelle Around the Horn. Et en fait, tu as 4 journalistes qui ne sont pas toujours en plateau, d'ailleurs, qui peuvent être aussi loin. Donc, et du coup, tu as un présentateur et on fait des débats. Et là, tu as le présentateur, donc toi, tu donnes les points, mais de manière complètement subjective. Et du coup, les intervenants, donc, ils sont souvent dans des villes genre Los Angeles, Miami, New York, et un autre à Dallas, par exemple, ils connaissent un petit peu les préférences aussi du journaliste, donc ils vont argumenter en allant dans son sens. Et le mec, numéro de charme. Et le mec, finalement, il dit ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça, c'est mon équipe, je te donne plus 2. Oula, mais eux, je les aime pas, je t'enlève des points. Et du coup, ça donne une émission vraiment déjantée, quoi, un peu. Déjantée, mais pertinente aussi, parce que les mecs, quand même, débattent de manière plutôt sérieuse. C'est pas non plus n'importe quoi, c'est quand même des journalistes d'ESPN, donc on doit quand même d'avoir un certain standing. Mais on arrive nous, c'est ce qu'on essaie aussi de faire chez First Team, c'est un petit peu de ces gens-là dont on s'est inspiré. C'est d'essayer d'être pertinent, à la fois marrant, et puis de développer ces relations qu'on a. On se connaît, donc on sait où on peut les toucher pour brosser dans le sens du poil, ou alors quand ça peut faire mal. Et c'est ce présentateur-là qui est excellent et qui donc distribue les points un petit peu selon ses humeurs. Selon ses humeurs. Et honnêtement, c'est une super émission. Donc là sur Belichick, c'est plutôt donc de la NFL, c'est surtout les sports américains. Je connais ça. Et c'est vrai que quand ça parle de NBA, surtout moi, c'est là où je vais, et chaque fois, je trouve ça... J'apprends des choses et je me marre. Donc voilà, Around the Horn. On va rester quand même sur ESPN. On va rester sur ESPN parce que c'est un peu pour nous la mecque des émissions sportives. Il y a un truc qui s'appelle Pardon the Interruption. Je suis plutôt cool sur mes accents aujourd'hui, je suis assez content. Bravo. Qui d'habitude parle plutôt le flamand quand je parle anglais. Le flamand rose. On a tous vu, on connaît tous l'équipe du soir d'Olivier Ménard, que toi, qui est un mec un petit peu des émissions sportives. Mais ces gens-là, en fait, la référence. Ces gens-là, vous voyez un petit peu tous les sujets qui sont mis sur la gauche, tout ça. Mais ces gens-là n'ont rien inventé. Voilà, arrêtez les gars, maintenant, les masques tombent. C'est ces gens-là qui ont inventé la fameuse rivière, donc sur le côté, avec beaucoup de sujets qui défilent. On voit, il y a un chrono. Et donc, on voit tout le sommaire de l'émission. Et donc, sur un chrono, les mecs s'affrontent. Pareil, s'affrontent là, il n'y a pas de points. Mais chacun débat d'un sujet. C'est rapide. C'est une émission qui a quasiment plus de 15-20 ans. Et c'est chaque fois, ça marche toujours. Et donc, là, on voit notre ami Will Burn, j'ai oublié son prénom. Mais c'est une super émission, vraiment. À chaque fois où ça passe en revue tous les sujets d'actu dans le monde du sport. Et c'est rapide, pertinent, les mecs sont toujours très bons, c'est parfaitement réalisé. Et c'est surtout cet habillage qui nous rappelle un petit peu ce que font l'équipe du soir. Je les chambre évidemment. Bien sûr. On s'est tous inspirés des meilleurs. Et c'est ce qu'ont parfaitement fait l'équipe du soir d'Olive Ménard. Mike Wilbon, il nous dit. Mike Wilbon. Et t'as dit Matt Bullard alors? C'est Jimmy Bullard. Jimmy Bullard. Matt Bullard, c'est un basketteur. Jimmy Bullard, bravo. Bravo pour les corrections. On va finir avec une autre émission. Alors là, pour le coup, j'ai fait beaucoup de pays anglophones. On va quand même aller en Espagne. Une émission que tout le monde connaît. Bien sûr. Elle s'appelle Chiringuito. J'arrive même pas à le prononcer. Chiringuito. On a tous appris à connaître grâce avec Mbappé, évidemment. Exactement. Il y a RMC qui avait fait un super reportage aussi dans l'antre de la rédaction de cette émission. Et c'est une émission vraiment où là, ça débat, mais vaut mieux, on peut l'écouter avec des boules caisses, c'est même recommandé. Ça braille dans tous les sens, ça prend des parties quasiment indéfendables, mais ça les défend et à la fin, le mec, il a réussi à te convaincre. Donc voilà, ça c'est une émission aussi en Espagne. Attends, il va nous mettre. On n'a pas beaucoup accès, on n'a pas accès en France à cette émission-là. Mais avec NordVPN, vous pouvez aller voir ces émissions-là. Et c'est aussi ça qui est très cool. Si tu te prends un petit NordVPN, c'est que tu peux faire le tour du monde des émissions. Allez voir des sites sur Google, vous cherchez les meilleures émissions dans le monde, et vous allez tomber sur des pépites comme ça que vous connaissez peut-être de nom et que vous pourrez mieux découvrir, ou que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez pouvoir découvrir encore. Mais franchement, c'est une bonne idée d'aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. Parce qu'en France, maintenant, on connaît tout. Et le ton français, on tape souvent sur les journalistes, mais quand ça fait... Par exemple, ce que fait Canal, on adore ce que fait Canal, mais le Canal Football Club, ça existe depuis 15 ans. Bien sûr. On va pas les mecs, ils font ce qu'ils savent faire, mais on a toujours les mêmes avis, toujours les mêmes personnes. C'est pas grave, c'est intéressant, mais là, d'aller chercher d'autres gens, c'est aussi très intéressant, d'autres manières de faire, d'autres visions.
Et donc, quand on aime le sport, c'est une manière avec NordVPN d'ouvrir un petit peu plus sa culture sportive. Et tu as raison de le dire, tu parlais de El Chiringuito, mais il y a aussi le Processo de Biscardi, par exemple, en Italie, qui a clairement inspiré la création de l'Afterfoot, qui, on le sait, l'une des émissions en référence, en tout cas sur le sujet. Super, merci beaucoup Erwan pour toutes ces informations. Je vous rappelle que pour profiter de tous les contenus que vient de vous donner Erwan, n'importe où dans le monde, avec bande passante illimitée, peu importe l'utilisation, travail, navigation, chat, jeu, accès au contenu multimédia, les amis, ça se passe avec NordVPN. Si vous êtes comme moi une bille en anglais, pas de panique, le support est en français. Et puis si comme Tom, vous surveillez les cours de la crypto sur 6 appareils différents, sachez que vous êtes aussi également protégé avec un seul compte, peu importe la plateforme. Ça m'intéresse. Ça, c'est important. En plus des émissions, je vais pouvoir aller craquer mon slibard sur la crypto. Et puis, si vous n'êtes pas encore convaincus, les amis, un petit coup de promo ne sera rien sans un petit cadeau. On vous affiche un lien tout de suite dans le chat. Vous pourrez profiter de 2 ans d'abonnement et 1 mois gratuit. Et pareil, si vous ne me croyez pas et que vous êtes en train de vous dire que Manu a complètement vendu son âme au diable, n'oubliez jamais que les 30 premiers jours sont garantis, satisfaits et remboursés. Voilà, les amis. Enfin, un métier parfois difficile. Manu, t'as été extraordinaire. Je vous propose qu'on retourne un petit peu à l'actualité sportive. On va parler de Coupe d'Afrique des Nations tout de suite, bien sûr, avec Tom qui nous a préparé encore une fois une chronique bien piquante. Les amis, la CAN, justement, ça va être le grand passage de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même, bien sûr, au Cameroun. Tom a passé justement sa semaine à regarder la CAN et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas régalé. Il est là pour le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Non, on va pas se mentir, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur cette première partie de compétition et pourtant j'avais des attentes. Sur le décor déjà, on m'avait vendu du spectacle, de la foule, une atmosphère et on m'a menti parce que ça ressemblait plus à une ambiance d'un festival en fin fond de la Creuse. À un moment, j'ai même eu peur que Trio fasse la cérémonie d'ouverture. Faut dire que c'est triste, mais les stades sont certes beaux, mais c'est surtout quasiment vide à cause des obligations sanitaires, évidemment. Le pass est obligatoire là-bas et on sait toute la difficulté du continent à se faire vacciner. Rajoute à ça des places qui sont trop chères pour la population locale et ça donne une CAN avec peu d'ambiance, bien loin de ce qu'on a pu connaître et ça fait pas kiffer. Ce qui fait pas kiffer non plus, c'est l'état de certaines pelouses. Quand tu vois le match Algérie-Guinée hier, il y a de quoi être un peu remonté. En vrai, tu rajoutes 2-3 seringues par terre et t'as l'impression qu'il est Tomo Roland. Et pour les joueurs, c'est dur de développer du jeu dans ces conditions. D'ailleurs, beaucoup sont montés au créneau pour se plaindre de l'état des terrains, sauf c'est Rafael Nadal qui va pouvoir préparer Roland Garros. Bref, un bien triste décorum pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, comme je le disais, sur le point de vue du jeu, cette CAN est prometteuse, malgré la médisance de quelques grands penseurs du football européen. Et pour une fois, Dominique n'y est pour rien. C'est vrai qu'il y a une énorme non-considération du football africain qui garde toujours une image rugueuse et rudimentaire auprès de certains. Pourtant, il s'est développé depuis des années, que ce soit au niveau des stars, avec Mo Salah, Sadio Mané, Edouard Mendy, des Hakimi, des Aubameyang, pas de Jérémy Morel cette année, c'est pas grave. Des belles équipes aussi, comme l'Égypte, le Sénégal, d'autres qui peuvent créer la surprise, comme le Cameroun. Bref, sur le terrain, la Coupe d'Afrique des Nations a de quoi attirer l'œil. Bon, tu l'as dit, Tom, il y a de la qualité justement sur le terrain. Alors pourquoi ce qui ressort en premier sur les réseaux, c'est plutôt des choses négatives ? Déjà parce que la première semaine d'une grande compétition, c'est jamais flamboyant. Là, pour le coup, la première journée, il y a seulement eu 12 buts d'inscrits, donc 4 pénaltys. Ouais, on dirait un peu un multiplex de Ligue 1. Mais c'est aussi et surtout parce que les organisateurs sont à la ramasse. Alors des problèmes d'hymne ou d'arbitrage, ça arrive en Europe, on va pas se mentir. Mais là, c'est l'enchaînement qui pose problème. En même pas 2 semaines, il y a eu trop de trucs, trop d'erreurs. En vrai, on a eu le droit à un gag chaque jour. À un moment, j'ai cru qu'on était sur le tournage du dernier OSS. Déjà, l'arbitre qui arrête 2 fois le match Mali-Tunisie avant la fin. Moi, perso, j'avais jamais vu ça. Bon, selon la Fédération africaine, la décision a été prise seule par l'arbitre à cause d'une insolation. Selon la Fédération des personnes séniles, c'est Jean-Michel Aulas seul qui a pris la décision de match. Et c'est pas tout. 2 jours après, lors du match Gambie-Mauritanie, le speaker se trompe 3 fois d'hymne pour les Mauritaniens. 1 fois, je veux bien. 2 fois, t'abuses. 3 fois, tu te fous de ma gueule. Je te jure, le stade, il était au camping. Je pense que la 4e fois, il balançait collectif métissé dans le stade. Et c'est triste. C'est triste de voir des choses comme ça dans une grande compétition comme la CAN. On peut en rire, mais c'est une pub catastrophique pour le football africain. Et en plus, c'est en dehors du terrain. Donc, c'est encore pire. Tu discrédites des équipes, des joueurs, sans même qu'il n'ait vraiment de choses à se reprocher. Et les gens ne parlent plus de la CAN pour le football, mais pour tout ce qui l'entoure. Moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, même si je viens un peu de le faire, parce que c'est un football qui mérite malgré tout d'être regardé et qui est trop facilement critiqué sur les réseaux.
En plus, la compétition semble enfin se lancer avec des victoires sur des beaux scores, des stars qui se montent, des surprises aussi avec l'Algérie qui n'a toujours pas gagné. L'enjeu, quoi qu'on en dise, est là. On dit que la réussite d'un spectacle doit avant tout être attribuée aux acteurs. Alors avant de savoir quelle équipe leur raflera la palme cette année, il va falloir que les organisateurs arrêtent tout leur cinéma. Nous, on veut voir les sélectionnés crever l'écran, briller et faire le festival sur cette CAN pour finir là-haut sur la plus haute des marches. Merci beaucoup, Tom, en tout cas, pour ce très très beau mot introductif. Eh bien, au sujet qu'on va traiter tout de suite, justement, l'organisation de la CAN. Est-ce qu'on a le droit et surtout, est-ce qu'on a raison de s'en moquer? Est-ce qu'en définitive, c'est pire à la Coupe d'Afrique des Nations que dans d'autres compétitions? C'est la question qu'on va tout de suite poser dans la perf de la semaine. La perf de la semaine ou la non-perf de la semaine, on a entendu le récit de Tom et à propos bien sûr de l'organisation de cette CAN 2021, assez décriée, il faut le dire, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux. Je rappelle très rapidement les éléments que tu nous as donnés, Tom. Des stades vides, des pelouses catastrophiques, des couacs dans les hymnes et dans l'arbitrage, et une formule élargie qui n'a pas favorisé le spectacle, en tout cas sur ce début de compétition, sur le début de la phase de poule. Alors les gars, la question c'est, est-ce que l'organisation de cette CAN est une vraie bérésina, ou est-ce que la CAN est pas quelque part un peu victime du déni aussi également de sale gueule? Où est-ce que vous vous situez, vous, en plateau? C'est compliqué, mais déjà, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'au-delà de tout ce qu'a énoncé Tom pendant la compétition, il y a tout ce qu'il y a eu avant aussi. Avec déjà un pays, le Cameroun, qui n'était visiblement, en tout cas au niveau d'infrastructure, pas vraiment prêt. Les stades peut-être sont beaux, les pelouses sont catastrophiques, etc. On se souvient qu'en 2019, il devait déjà recevoir la CAN, mais finalement, on l'avait donné à la Tunisie. Il y a eu des pressions politiques, notamment d'un président qui est quand même très ballotté chez lui, notamment après la dernière élection présidentielle, qui a fait pression un peu sur toutes les instances en Afrique pour que cette CAN ait lieu encore. Il y a eu les propos aussi de Roger Milla, catastrophiques. Dans la forme, dans le fond, je ne sais pas du tout s'il a raison ou pas, qui disait que les pays du Maghreb foutaient vraiment le bordel à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est qu'au-delà de ce qui se passe sur cette CAN, toute l'organisation autour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée d'1 an parce qu'elle devait avoir lieu en 2021 et à cause de la situation sanitaire, ça pose des questions, pas sur la manière dont la compétition est arrivée, etc., mais sur... Moi, ça m'interpelle qu'avec des joueurs, et Tom l'a très bien dit, d'aussi grande qualité, des structures qui se développent à vitesse grand V, etc., qu'on arrive à des niveaux d'organisation aussi dramatiques que ça. C'est ça. C'est en amont, pendant, et on verra après, mais c'est catastrophique. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation que l'image du continent africain, en règle générale, mais là pour le coup sur la CAN, ne représente pas la vraie valeur des gens et de ce qu'elle pourrait, du potentiel qu'il y a sur le continent. Là, aujourd'hui, tout le monde passe sa vie à se foutre de la gueule de ce qui se passe. Alors oui, si on reste juste sur le terrain, les quelques premiers jours de compétition, mais ils ont été dramatiques en termes d'image. Médiatiquement, tu as vu que les trucs de merde. L'arbitre, la blessure, l'erreur et donc une blessure, les gens qui se foutent de la gueule de l'Algérie, les histoires de terrain. Effectivement, le terrain, ils sont dramatiques. On a toujours eu tendance à se foutre de la gueule des pelouses lors de la CAN, entre le niveau de l'herbe qui ressemble à une herbe sauvage dans Pokémon plutôt qu'à un terrain de foot. Les hautes herbes. Les hautes herbes. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que, il faut se foutre de la gueule du continent africain, pour de bonnes raisons parfois, pour tout ça qu'on a truc, mais sauf que t'es pas exemple de tout reproche. Je rappelle quand même que l'UEFA n'a pas été capable de faire un tirage au sort normal pour la Ligue des Champions il y a un mois et demi. Est-ce que c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, justement? Complètement, mais il y a que des gens qui sont catastrophes. Tu vois, on parle des institutions qui sont corrompues et tout ça, mais vous pensez que nous, c'est comment là Quand je dis nous, comment ça se passe en Europe? Comment ça se passe? C'est pas corrompu la Fédé, c'est pas le jeu des amis et des amitiés? Évidemment que si, toutes les Fédés marchent comme ça. Alors il y a des plus gros problèmes dans certaines Fédé, évidemment. J'ai pas juste l'UEFA et la FIFA aujourd'hui n'ont aucune leçon à donner, je pense. Donc voilà, donc moi j'espère juste, et c'est comme ça que je vois les choses, que en fait le droit du sport reprenne ses droits du coup, et que donc on ne parle que des résultats. Oui, l'Algérie s'est fait sortir pour X raisons, venez on parle de foot. Qu'il y ait une équipe qui nous enthousiasme comme certaines, le Cap-Vert ou que sais-je, Hervé Renard il y a quelques années avait gagné, c'était avec qui encore? Je sais même plus. Personne ne sait, tout le monde a oublié. Bon, c'est pas grave, vous allez nous le dire dans le chat. Gabon? Non, c'était pas le Gabon. J'ai un trou de mémoire cata, mais c'est pas grave. Le chat va l'avoir. Oui, le chat l'aura. Bref, on aime les belles histoires comme ça, des équipes qui vont loin, des joueurs qui se créent aussi et médiatiquement dans le monde. Donc voilà, c'est plutôt vers cette image qu'on a envie de tendre. Malheureusement, c'est tout l'inverse pour l'instant.
Erwan, t'en penses quoi un peu de tout ça là? La Zambie. Bravo. Merci, je savais que c'était pas un pays. Moi, je pense que c'est un peu... On adore toujours tomber sur le foot africain et Dieu sait qu'en Europe, on est les premiers à profiter des joueurs et des talents des joueurs africains. On est beaucoup là aussi, je trouve qu'il y a un débat, on n'en a pas beaucoup parlé là depuis sur chacun des gens qui sont intervenus là, c'est le niveau. On est là, ouais, mais le niveau, ça vaut pas l'euro, ça vaut pas ci, ça vaut... Mais en fait, moi, je m'en fous du niveau que ça peut faire, même si chacun aura son avis, il y a les experts. Effectivement, si tu t'attends sur les tours préliminaires, sur les phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, de retrouver un niveau de Ligue des Champions de dernier carré, oui, effectivement, c'est facile de dire que... mais va regarder un petit peu un match de Ligue 1 pour le maintien, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une différence. La Copa Américaine, mais il n'empêche que ces compétitions-là, oui, il y a des belles histoires. Il y a un joueur qui joue en 4e division espagnole, qui a marqué contre l'Algérie. Mais ça fait aussi partie du foot. Il y a le football africain peut offrir un folklore aussi. Et quand je dis folklore, il n'y a rien de méchant là-dedans. Qui moi, m'a toujours régalé. Moi, j'ai toujours dit, je vais le répéter, la première équipe de Coupe du Monde qui m'a fait kiffer, c'est le Cameroun, parce qu'il y avait une insouciance, un folklore qui représentait le foot africain. Donc, maintenant, je trouve que les joueurs, et qui se mettent souvent à dos des clubs pour partir dans cette coupe, pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, sont pas récompensés par des gens qui organisent, par les gens, on leur donne pas tout le crédit aussi, et surtout tous les outils pour pouvoir rendre cette compétition beaucoup plus meilleure que ce qu'elle doit être. Et c'est ça qui est terrible. Après, les réseaux sociaux, aujourd'hui, évidemment, tu as un gardien qui fait une boulette, ça va tourner sur le réseau, tout le monde va se moquer, et ainsi de suite. L'arbitre qui fait là, de siffler 2 fois la fin du match avant le temps réglementaire, alors, tu massacres. Alors peut-être, en plus, c'est un mec qui a été condamné déjà une première fois pour corruption. Là, quand tu fais un truc comme ça, là, quand je vois ça... c'est un mec qui a fait une insolation aussi. En tant qu'arbitre, tu as le droit... officiellement, c'est ça la raison. Oui, ce que je veux dire, Manu, c'est que insolation ou pas insolation, tu mets toute la compétition, tout le football africain. Et là, il y a des gens, ils sont comme ça dans leur fauteuil. Ils attendent que ça. Et donc là, là, tout le monde dit, voilà, c'est encore toujours. Alors que mon gars. C'est bien la voix. Alors que en Europe, en France, il y a eu plein de choses. Moi, Vata en 91, 88 ou 89, il met la main, il fait un truc de volleyball. Tu vois, et donc, bref. Mais on aime bien, c'est facile, c'est rigolo, et puis ça va, c'est l'Afrique. Donc il y a ce truc-là. Mais je trouve que pour que l'Afrique sorte de ça, il faut que tout le monde, tous les gens, dirigeants, arbitres et organisateurs, soient beaucoup plus carrés, parce que les joueurs, eux, ils aiment leur pays, ils aiment ce continent-là, et ils ont envie de rendre cette compétition unique. Aujourd'hui, quand même, le grand problème de cette CAN, et on l'a assez répété, c'est qu'elle arrive au milieu d'une saison. Et je pense que quand tu arrives au milieu d'une saison, déjà, tu as beaucoup de gens qui vont te regarder, pas forcément du bon œil, et tu dois presque plus qu'un Euro ou une Coupe du Monde être presque irréprochable. Aujourd'hui, les gens, Erwan l'a très bien dit, attendent qu'il y ait des boulettes durant cette CAN. Et je trouve que le fait qu'elle arrive en plein milieu de saison, c'est pas lui rendre service. Je pense que mais tu peux pas faire autrement. Tu peux pas le jouer en été. Mais je crois que la prochaine va jouer en été, de ce que j'ai cru lire. Ça dépend des pays, en fait. Mais tu peux pas jouer. Évidemment, mais c'est pour ça que je te dis que c'est bien plus facile. Carrément, annule-la, quoi. Non. C'est sûr qu'ils l'ont passé de 4 à 2 ans. On a fait une Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pourquoi cette CAN était bien plus sous les feux des critiques que d'autres grandes compétitions internationales. C'est parce qu'aujourd'hui, tu dois aller prendre des joueurs dans des clubs et ça fait chier des gens. Et du coup, la critique est bien plus facile. Oui, mais on devrait pas. Si demain, je te dis Arsenal, le Real Madrid ou quoi que ce soit refuse de libérer des joueurs pour aller jouer en équipe de France, t'imagines la une de l'équipe du Parisien de libérer, de tous les journaux français, qui sera absolument outré. Moi, j'ai l'impression aussi que, alors en effet, on va pas vous survendre la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est quand même une compétition représentant avec des sélections, et certaines qui progressent aussi énormément. On voit des petites nations qui aujourd'hui rivalisent avec des plus grandes nations africaines. Et moi, j'ai la sensation que ce que tu viens d'expliquer, Tom, c'est intéressant. Fred Antonetti, qu'est-ce qu'il a dit juste avant le début de la CAN? Je ne vois pas pourquoi on libérerait des joueurs pour aller participer à une compétition de merde comme la CAN. Parce qu'elle arrive au milieu des championnats et qu'elle dérange certains clubs. Et j'ai l'impression que ces petites phrases comme ça, distillées à droite à gauche, elles ont libéré une certaine parole aussi, une certaine critique contre la CAN qui est parfois un petit peu gratos. Moi, j'ai pris quelques faits.
Tu parlais d'erreurs d'hymne tout à l'heure. Rappelez-vous de France-Albanie. C'est arrivé au Stade de France et on a pris une amende pour ça. C'est quoi France-Albanie? On a mis le mauvais hymne albanais. On n'avait pas mis l'Arménie c'était ça. Exactement. Séville-Grenade, arrêté à la 89e minute de jeu, c'était l'année dernière en Liga. Personne n'en a parlé, on n'a même pas fait un sujet dans cette émission. C'est quoi? Le match, il était arrêté à la 89e. Ah oui, ok, d'accord. 89e. Et si tu prends... Alors, c'était pas du niveau de l'état des pelouses qu'on a vu, et ça c'est vrai que c'est inadmissible, mais si tu prends la Coupe du Monde 2018, tous les joueurs avaient dit mais les pelouses sont beaucoup trop hautes parce que tu sais, il y a un problème d'humidité en Russie, ce qui fait qu'on avait des pelouses qui étaient assez hautes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si on était aussi critique à chaque fois qu'il y avait une compétition, notamment en Europe ou même ailleurs, on tomberait exactement dans le même écueil que sur la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, très sous-estimé, je trouve. Je réfléchissais et je rajoute au problème du calendrier, du moment où elle arrive dans cette dans une saison, la récurrence, 2 ans, et ça prouve encore une fois que pour événementialiser une compétition et de la rendre intéressante, de la rendre attractive, tu peux pas de la faire tous les 2 ans. La Coupe du Monde est un fait. Il y avait une explication pour ça. L'explication, c'est que l'idée, c'est que l'argent amené par une compétition comme la CAN permet de donner un coup de booster dans un pays. Donc les infrastructures, les emplois et ainsi de suite. C'est pour ça. Non, mais bien sûr, comme partout. Comme pour toutes les compétitions. Quand tu vois les oui, mais c'est pour ça que la récurrence sur un continent, qu'on a besoin d'avoir des locomotives comme la CAN qui est toutes les 2 ans, c'est pour ça qu'on la met comme ça. Presser des pays qui sont pas prêts à recevoir des compétitions d'une telle ampleur et du coup qui mènent à des résultats un peu cata comme ce qu'on voit au Cameroun, je suis pas sûr que ce soit une aussi bonne pub que ça se discute. Sur le moyen long terme, je suis pas sûr que ce soit aussi bien que de récupérer les fonds directement pour organiser une compétition. Non, moi, ce qui me rend triste quand même sur cette histoire d'infrastructure, c'est tu vois les beaux stades qui ont été créés au Cameroun, il n'y a personne dedans parce qu'on sait très bien que personne n'a le pass vaccinal ou très peu de gens ont le pass vaccinal du côté du Cameroun, et tu te dis ces stades qui ont dû coûter un fric fou à ce pays, qu'est-ce qu'ils vont en faire après, quoi? Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, tu peux poser la question sur d'autres compétitions comme les JO, certains édifices. Bon, ça, c'est encore autre chose. Les amis, la CAN et le côté sportif. Est-ce qu'on aurait fait. J'ai envie de poser cette question, parce que je lis dans le chat des choses, c'est assez intéressant d'ailleurs, comme souvent. Est-ce que si ça avait été la même chose sur la Coupe d'Asie, est-ce qu'on aurait fait un débat là-dessus? Non, on n'en aurait pas parlé. Voilà, moi c'est ça qui on a l'affiliation, notre affiliation c'est vrai, à la CAN est plus forte que la Coupe d'Asie. Et que le niveau est bien meilleur, il y a des stars dans cette compétition. C'est pour ça que non, je parle au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense surtout qu'on connaît l'affiliation par rapport au nombre de gens qui ont des origines africaines qu'on connaît même d'ailleurs. Non, parce qu'on la vit, la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, attends, on va pas se mentir, tu la vis en France, tu la vis à Paris, tu entends des ambiances et tout ça. Quand c'est la Copa América, je suis désolé, merci. Après l'Euro, la CAN est clairement la compétition internationale la plus importante en France quand même. Donc on est en France, c'est normal d'en parler. Rassurez-moi. Mais je voulais poser la question. Il y a une nation, excusez-moi, non, mais là où Erwan a raison, je te dis, il y a eu une Copa América l'été dernier qui n'était pas dingo. Et on n'a pas vu des critiques sur les réseaux sociaux, comme tu peux voir. Le niveau était dramatique. Et il était dramatique, en effet. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a, comme pour toutes les compétitions internationales en ce moment, l'idée des fédérations, c'est d'élargir. Et c'est ça le problème aussi. Et évidemment que c'est un problème. La Coupe du Monde à 32, l'Euro qui est passé, on a vu des matchs à l'Euro. Il y avait des équipes clairement qui n'ont pas leur place, malheureusement. Alors, elles ont gagné leur place, on ne va pas remettre ça en cause. Mais donc, du coup, le niveau moyen baisse. Et là, la CAN n'est pas exempte. Il y a des équipes qui ont clairement un niveau moindre par rapport à d'autres, c'est évident. Et donc, les premiers matchs, les matchs de poule, sont toujours plus bas qu'avant. Avant, tu n'avais presque que des affiches. Si tu n'as que 4 groupes de 4 équipes. Et pourtant, tu as eu des matchs serrés. Tu as eu des matchs. Alors, je te dis pas des matchs passionnants, mais des matchs serrés. Des surprises, mais parce que le sport te permettra toujours d'avoir des surprises et des belles histoires. On parlait du gardien de la Sierra Leone, évidemment. Mais ça explique aussi. Par contre, c'est la même théorie pour toutes les compétitions. À l'Euro, on l'a dit combien de fois? Moi, j'ai vu des matchs à l'Euro, c'était dramatique. Et la Coupe du Monde, ça sera ça aussi. La Coupe du Monde, c'est encore pire. Exactement. Encore pire. On va pas se mentir, le niveau pour le moment est faible, voire très faible. Après, comme je le dis dans la chronique, c'est la première semaine de compétition. Tu as des gars qui arrivent d'Angleterre, d'un peu partout dans le monde, qui arrivent fatigués et qui vont se mettre en route. Et finalement, cette CAN, tu pourras la juger, je pense, à partir des huitièmes. Bien sûr. Et c'est toujours très dur et même très facile de critiquer un niveau de jeu sur la première partie d'une compétition. T'as raison de le rappeler. Et je pense que le meilleur exemple, ça reste l'Algérie, où les stars offensives, par exemple des Fennecs, on les voit absolument pas. Ils sont plutôt transparents depuis le début de la compétition. C'est dur, hein. Et on attendra de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, bien évidemment. Le point sportif.
On le fera bien sûr un petit peu plus tard, en attendant que cette compétition justement se lance un petit peu et qu'on rentre dans les matchs à gros enjeux. Et promis, on aura notamment quelqu'un qui viendra sur ce plateau pour en parler. Dernière info Cannes, puisque c'est tombé juste tout à l'heure. Aubameyang, Lemina positif au Covid, on le savait depuis quelques jours, rentre en Europe et quitte la sélection gabonaise. Denis Bouanga, lui aussi positif, manquera le match contre le Maroc demain. Et je crois que les matchs ont recommencé depuis 17h depuis tout à l'heure. Belle saison Aubameyang. Grosse saison. Nulle part. Toujours un peu compliqué. Les amis, les choses réjouissantes. On a parlé bien sûr de la CAN. Parlons de Nice-Na 2010. C'était aussi en Afrique, rappelez-vous, en Afrique du Sud. Ah oui. Je vous propose qu'on réouvre le dossier 11 ans après parce qu'il y a eu de nouvelles révélations. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire autour de ce plateau. C'est le dossier de la semaine. Et on va se régaler tout de suite avec Nice-Na et l'improbable grève des Bleus à la Coupe du Monde 2010 qui s'est réinvité dans l'actualité la semaine dernière avec la tournée médiatique de monsieur Patrice Evra pour la sortie de son autobiographie sobrement intitulée I Love This Game, parue aux éditions bien sûr Hugo Sport. Si l'ancien capitaine de Manchester United est encore à la recherche de la taupe du vestiaire, c'est ce qu'il a dit, il a lâché ses vérités concernant le plus gros fiasco de l'histoire de l'équipe de France. Alors voilà à peu près pêle-mêle ce qu'on apprend. Que Nicolas Anelka voulait quitter l'équipe de France dès le stage en Tunisie, donc avant la Coupe du Monde, sentant que les choses allaient mal tourner. Il rappelle le désaccord tactique entre les joueurs et le sélectionneur Raymond Domenech au sujet de l'animation offensive des Bleus. Les joueurs voulaient jouer avec 2 attaquants. Il explique le chaos dans le vestiaire français provoqué par la décision de Domenech de lui donner le capitanat. Il confirme les problèmes entourant bien sûr le cas Gourcuff, boycotté par les cadres de l'équipe de France, atteint d'une certaine fragilité psychologique. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il a enfin révélé la véritable phrase prononcée par Nicolas Anelka dans les vestiaires à la mi-temps de France-Mexique. Et il a aussi justifié le refus de s'entraîner au lendemain de l'exclusion de Nicolas Anelka comme un acte de groupe, une décision collective. Preuve que ce groupe n'était pas si désuni. Enfin, il accuse entre les lignes Nicolas Sarkozy d'avoir imposé le renvoi de Nicolas Anelka après l'apparition de la fameuse une de l'équipe, en même temps qu'il décrit un Domenech coupable d'avoir fait imploser le groupe. Alors les gars, avant de rentrer dans le vif du débat, juste petite question préliminaire, et avant de se demander à qui est la faute, est-ce que ces révélations ont changé un petit peu votre regard sur cette affaire Nice-Na 2010 ? Changer, non. Ce qui est sûr, c'est que ça confirme que c'était un sacré bordel. Ouais. Quoi qu'ils en disent, quelle que soit la faute d'un tel, du coach, du staff, de la fédé, des joueurs, des journalistes ou de la taupe, dont on ne sait toujours pas le nom, c'est la preuve que c'était quand même un bon rassemblement de citrons et qu'il y a peu de gens qui, à un moment donné, se sont portés en leader, intelligents, c'est important de le dire, et dire les gars, vous savez qu'on fait tous n'importe quoi, il faudrait qu'on se pose. Ça montre aussi un peu les égos dans le foot. Franchement, moi je vois le rapport entre des coachs et leurs joueurs, donc des mecs qui sont censés être dans l'adhésion. Quand tu vas à une Coupe du Monde, faut quand même être dans un projet commun. On voit que en fait, ça n'a jamais été le cas. Ça confirme aussi quand même que Domenech est clairement le pire sélectionneur de l'histoire du foot français. Oui, c'est peut-être la vérité de Patrice Evra. Ça n'en reste pas moins le capitaine de cette époque. Et donc, il a beaucoup de choses à dire. Moi, j'attendais franchement ce livre et les différentes interviews avec beaucoup de curiosité parce que on a eu le son de cloche de Domenech. Maintenant, on a celui d'un des leaders de ce groupe-là. J'attends de voir tous les autres. Mais en tout cas, ça éclaire un tout petit peu plus encore cette histoire. Et vraisemblablement, quand tu prends le bouquin de Domenech, alors on n'a pas encore lu celui d'Evra, mais on a eu les grandes lignes à travers les différentes interviews. Il y en a un qui ment en tout cas entre les deux. Il y en a un qui ment. Il y en a forcément un des deux. Mais de toute façon, tu sais qu'en invitant Evra et Anelka sur un plateau, tu vas pas t'attendre à avoir une version en faveur de Domenech. Donc moi, je pense qu'un peu tous autour du plateau, ça nous a pas changé notre vision de Nice-Na. Par contre, c'est vrai que ça a mis des mots sur certaines questions qu'on se posait, sur certaines situations un peu loufoques. Et Roten le confirmait, mais c'est vrai que Domenech, et tu le vois après dans le reste de sa carrière, n'a non seulement pas les épaules pour être un entraîneur, mais alors encore moins pour être sélectionneur d'une top 3 équipe nationale. Donc aujourd'hui, toutes les tensions qu'on voyait explosent un peu. Alors, c'est l'avis d'Evra, c'est l'avis d'Anelka. Ça serait intéressant d'avoir aussi le son de cloche de Domenech qui veut s'exprimer seulement sur l'équipe, il l'a dit. Mais voilà, ça n'a pas changé. Par contre, c'est vrai que ça explique quelques situations qu'on ne comprenait pas. Moi, j'ai un problème avec cette interview. C'est que, comme vous l'avez dit, il y a Roten, copain avec Patrice Evra, même si ça a été compliqué ces dernières années. Il y a Anelka en face. Ça faisait un peu rassemblement de mecs qui, de un, veulent se dédouaner de toute responsabilité de ce qui s'est passé, même si sous couvert, Evra dit « Oui, moi j'étais capitaine, j'assume », mais je ne sais pas du tout ce qu'il a assumé dans l'interview qu'il a faite à Jérôme Roten.
Ce qui veut dire taper gratos suspendu derrière, je pense que c'est ça. Taper gratos sur des gens qui ne vont pas ou qui vont très peu répondre pour pas se mouiller pour X ou Y raison. Je pense à Domenech, je pense à Gourcuff. Qui a raison, qui a tort, là où je suis d'accord avec vous et où je suis d'accord avec Patrice Evra et Anelka, c'est que j'ai quand même l'impression que le premier responsable, il est derrière toi, Manu, c'est Raymond Domenech. Il a des gros sourcils. Il a des gros sourcils. T'as raison de préciser. Et le problème, c'est que ça fait... ce rendez-vous fait un peu... voilà, on est là, on va se dédouaner de toute responsabilité. Il y avait quand même 23 joueurs, dont l'un qui était capitaine de cette équipe qui était là. 24, on se souvient. Oui, c'est vrai. C'est le Bordelais, là. Pas Jurietti, qu'est-ce que je raconte Planus qui les avait rejoints. Venu en plus. Ouais. Et le problème, c'est que si demain, Christian Gourcuff, si demain, Johan Gourcuff fait une interview qui démonte toutes les versions d'Anelka et de Patrice Evra, qu'est-ce qu'on fait ? on se régale déjà. Déjà, on s'en régale peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait ? Si tu prends les deux bouquins, et je te dis, celui de Domenech, je l'avais lu religieusement, il y a plein, notamment sur la fameuse histoire de la lettre, tu sais, qui a été élue, où Domenech disait, les joueurs voulaient pas la lire, du coup, c'est moi qui est allé. Et Evra a expliqué, non, il a pris les clés au chauffeur du bus, que nous, on voulait rentrer à l'hôtel, et il est sorti dehors lire la lettre, en pensant nous mettre dans la merde. Il y a beaucoup de zones grises dans ce qu'il raconte en plus. Et puis, un truc qui me gêne, c'est qu'en plus, au début de l'interview, tu as Anelka et Evra qui se disent, même avec Rodin, ils disent, vous vous souvenez, nous, quand on arrivait, après la génération 98-2000 et tout, c'était des patrons, on n'avait même pas le droit d'aller à la muscu avec eux, etc. Ils nous appelaient par nos noms de famille. Aujourd'hui, les jeunes, c'est du wesh, yo, si ça. Mais on est dans une posture de vouloir donner des leçons. On accuse à tort à travers, on cite des coupables, on tape sur des gens sur qui c'est facile de taper. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'on apprend réellement, si ce n'est que oui, Raymond Domenech est une farce, ça tout le monde le sait. Mais encore une fois, si demain, comme je l'ai dit, un Gourcuff ou un autre membre du groupe, un Gignac ou un truc dit non mais les gars, ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça, et qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé. Mais c'est pas fait pour ça en fait. Moi, Evra, il veut rien apprendre. Quand il va chez Roten, parce que maintenant Roten... Là, il était en donneur de leçons. Oui, il a bien mis un bon coup de pression à Roten, et l'autre, après, il est devenu faire son poteau, parce que si jamais il y a un face-à-face, Roten... là, on n'est plus derrière un micro, c'est plus pareil, mais il veut rien t'apprendre. Moi, je vois juste des mecs qui ont 40 ans passés, qui ont des discours d'élèves de 3e en difficulté scolaire et qui expliquent un peu pourquoi ils ont séché les cours vendredi après-midi. Voilà, moi ce que j'entends, qu'est-ce qu'on s'en branle 11 ans après de ce que va penser Patrice Evra. Tu étais capitaine. Et ce qui s'est passé, c'est la honte du football français à l'époque. Moi, je me souviens à l'époque, je bossais chez le Disport, c'était la honte. On était dégoûtés tous de faire ça. Moi, je pense que c'est une accumulation, et honnêtement, là-dessus, tu l'as dit, Polo, c'est Domenech, plein fer, qui a créé pendant... Parce que avant Deschamps, c'est le sélectionneur qui était resté le plus longtemps à la tête de l'équipe de France, et qui a créé une incompréhension, une colère, une rage, une haine autour de tout ce qu'il a fait à l'équipe de France. Par rapport au public, tu veux dire, ou les joueurs ? Ou les joueurs, même. Avec même une impunité complètement... Parce que quand il fait finale en 2006... On sait que c'est pas le chef. Il coach même plus. Il y a une mutinerie. Zidane, il lui dit déjà, mais ferme ta gueule, toi. C'est moi on va faire les équipes. Arrête, allez. Bien sûr. Et lui, il surfe sur cette finale de Coupe du Monde alors qu'il coach même plus déjà. Et on est en 2006 et 4 ans plus tard, il a créé les joueurs. Je crois qu'ils avaient envie vraiment. On a tous connu des fois des difficultés, des entraîneurs qu'on ne pouvait plus voir. Eux, ça a duré très longtemps. Normalement, ça dure quelques mois et puis à la fin de saison, tu pars. Là, c'est un sélectionneur, donc tu ne peux pas tourner le dos à l'équipe de France. Eux, ils ne le supportaient plus. Je crois que Nice, c'est le point culminant de Domenech, c'est de l'œuvre de Domenech, où les gens, ils ont envie de le tuer. Et donc, je comprends que sur le coup, à chaud, loin en plus de la France, t'es en Afrique du Sud. Dans un bunker, qu'ils aient pu péter les plombs. Je les excuse pas. Mais je pense que le vide de l'intérieur, ça devait être atroce. Maintenant, revenir 11 ans après, nous expliquer que toi, en fait, c'est pas ta faute. Tu seras toujours le capitaine de l'équipe de France où il s'est passé où ça a été la honte, la plus grosse honte du football français. Tu as le droit de faire un peu profil bas, de faire des interviews avec des lunettes remontées, des casquettes. C'est pas son genre. Mais t'as 40 ans passés. Mais là, t'en demandes trop. Mais j'en demande trop. Moi, je vous demanderais. Je veux juste qu'au bout d'un moment, passe à autre chose. Si tu as envie de rentrer dans les médias, si tu as envie de donner ton avis, tu es un mec qui peut être souriant, marrant, qui peut être en plateau, qui connaît le football à la perfection. Il le fait déjà en Angleterre. Oui, mais crée-toi un autre personnage. Moi, j'ai l'impression d'entendre des mecs qui ont 40 ans et qui parlent comme un mec de 14 ans qui s'est fait attraper. Et ça, et à partir de là, j'ai écouté l'interview, ça a duré 3 minutes.
Ça m'intéresse pas d'écouter ces gens. Moi, il y a un truc qui me gêne. Je rejoins à peu près tout ce qui a été dit ici sur ce plateau. Faut pas oublier 2 événements. Tu as 2006 où on l'a dit, le groupe était en autogestion et certains mecs qui étaient là en 2010 avaient vécu cette situation. Donc tu as envie de dire, si tu es un bonhomme, tu prends tes responsabilités. William Gallas, par exemple. Bon, qui avait été mis à l'écart, tout comme un peu Henry, puisqu'on rappelle que le capitana avait été retiré à Henry. Benzema, pas convoqué. Benzema n'était pas là, tout à fait. Oui. Nasri aussi, non? Il n'y avait aucun des trois. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu parles des anciens et du témoignage de ce qu'ont apporté les anciens, bah, tu te rappelleras qu'en 2006, ils étaient déjà dans un bunker et ils avaient pris le pouvoir. Peut-être que les mecs avaient plus de charisme, un peu plus d'intelligence, c'est possible. Zidane, t'as raison. Thuram, Makelele, était dans le Vieira, par exemple. Vieira. Donc voilà, exactement. Donc c'est là où moi, j'arrive pas à comprendre quand même qu'ils se dédouanent parce que il y a un autre exemple, Marc-Olivier Vremont, qui était, paraît-il, la plus grande fraude de l'histoire du rugby. Par exemple, les mecs. Mutinerie. Exactement, mutinerie. Ils se sont dit les choses d'un bon verre et puis derrière, Marc-Olivier Vremont. C'est en ça que tu pourras jamais dédouaner. C'est lui qui me l'a dit. Tu pourras jamais dédouaner les joueurs, d'autant plus que c'est vrai qu'il y a un événement qu'on oublie toujours, les gars, c'est l'Euro 2008. Vous vous rappelez de l'Euro 2008? Non. J'en ai aucun souvenir. Mais attends, avec Domenech qui demande en mariage Estelle Denis après l'élimination avec un sourire. Mais Erwan, c'était le bon moment. Elle a dit non d'ailleurs. Et qui avaient été les mecs à ce moment-là pour dire mais non, mais on veut plus de ce coach-là? Non, tous les joueurs de l'équipe de France l'avaient soutenu. Quand je parle que les joueurs sont devenus fous aussi autour de Domenech, parce que la sélection, quand il fait la liste, qu'il n'y a pas Benzema, qu'il n'y a pas Nasri, tout ça, les mecs se disent, mais en fait, il est fou, il ne prend même pas la meilleure équipe, il essaie de monter, il va chercher à l'époque André-Pierre Gignac, mais bon, il y avait meilleur que lui à l'époque, il y avait Benzema, rien que ça. Les joueurs déjà sont devenus fous. Et ce qui les a rendus fous, c'est que Domenech faisait tout ce qu'il voulait, demander sa femme en mariage après une élimination, après un Euro dramatique, et il y avait une impunité. Et je dis dans le chat, il a raison. Et là, Escalette, là-dessus, au bout d'un moment. Mais il était dépassé. Et tu connais tu connais t'encaisses, puis à un moment donné, ça explose. Et Naïsta, tout a explosé avec des. Et là, je rejoins Tom, c'est ce qu'il a manqué à un moment donné, c'est un peu un vrai leader adulte. Mais même à la Fédé, quelque part. Pour dire, écoutez les gars, nous on va pas se mettre, on va pas couler avec eux. Et en fait, ils ont tellement pété les plombs. Mais moi, je leur en veux presque pas. Qu'ils fait, ils ont coulé. Moi, je leur en veux énormément. Ils ont coulé. Mais je comprends les circonstances atténuantes. Je comprends. Maintenant, encore une fois, venir 10 ans après, essayer de te dédouaner de ça. Non, t'as fait partie d'un truc. C'est peut-être ton pire moment de carrière. Et raconte-moi ça. Comment tu l'as vécu, que c'était terrible. Raconte-moi, viens pas te dédouaner et donner des leçons. T'as de leçons à donner à personne. Mais là où je rejoins Erwan, c'est qu'aujourd'hui, tu viens de nous donner l'explication. Moi, pour être poli, j'en ai rien à foutre de ton explication. Je veux dire, Erwan l'a très bien dit, en 2010, c'est la risée du monde. Et c'est le temps qu'on a mis pour s'enlever cette image, alors qu'on était comme une grande équipe, qu'il a réussi à gâcher en 4 ans. Le temps qu'on a mis pour ne plus être cette risée du monde, il a fallu quand même aller en finale de l'Euro, gagner. Aujourd'hui, on a enfin oublié ce truc. Et lui, parce que quand même, le point d'ancrage, c'est qu'il a écrit un livre et qu'il faut bien qu'il le vende. Il faut bien qu'il vienne raconter des choses un peu. Merci, quand même, c'est important. Remettre un peu d'huile sur le feu. Moi, aujourd'hui, tu viens remettre cette image en plus en ayant pris 0 recul. Moi, c'est ça que je trouve. En fait, t'inquiète, Domenech va répondre. Ça va continuer à parler et ainsi de suite, blablabla. Mais est-ce que les mecs que t'as pas envie d'entendre aujourd'hui, c'est tout l'allant dont l'agent avait rédigé la fameuse lettre lue par Raymond Domenech, Gourcuff, qui est quand même. Il dira rien, Gourcuff. Oui, je pense qu'il est d'accord avec vous. Avec le fait de. Comme si on n'attendait pas. Les explications des protagonistes. Moi, je suis désolé. Ah ouais, d'accord. Parce que. Mais raconte-moi comment ça s'est passé. Comment ça s'est vécu. Evra est venu raconter quelque chose de terrible qui lui est arrivé dans son adolescence. Et pour ça, on était tous hébétés parce que personne n'imaginait. Mais lorsque tu es un footballeur, il faut bien que tu racontes des histoires de foot. Et moi, je l'attends. À partir du moment où je sais que Patrice Evra écrit un livre et va sortir un truc, j'ai envie qu'il me raconte, bien sûr, Naïsna, soit sa carrière aussi avec Monaco, sa relation avec Sir Alex Ferguson. Il n'y a pas de souci. Mais Naïsna, c'est le point culminant, comme tu viens de le dire, quelque part de sa carrière à lui aussi. Donc c'est normal qu'il en parle, il donne sa version. C'est une tâche énorme. Je sais pas ce que vous attendez de ce type de mec-là. On voit sur les réseaux, il est débile. Il est le capitaine de United, c'est le capitaine de l'équipe de France. Peut-être qu'en anglais, il est moins con. C'est ma théorie, les gars. Non, moi je te le dis, même niveau Fédé, c'était les plus cons qui étaient présents. Franchement, à tous les niveaux. Il y a les joueurs, il y a le sélectionneur, il y avait le DG, le président, et tu vois bien les réactions
réaction, le DG qui part en pleurant de Nice Na. C'est là où tu dois être fort, c'est là où tu dois incarner une certaine institution. Bachelot derrière qui parle des caïds. Exactement, Bachelot qui parle des caïds. Duverne qui jette son sifflet, qui fait tout son cinéma, etc. Ça nous a tous fait rire, et encore aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais par contre, tu vois, il y a eu des soupapes, il s'est passé des choses. 2008, quand les mecs de 98 disent ce gars-là, Domenech, il faut le virer parce que c'est incompétent, les joueurs l'ont soutenu, et à l'époque, tu avais les mecs que tu as retrouvés en 2010. Il y a aussi Robert Pires, moi il me l'avait raconté une fois en interview au Variété Club de France, qui, on le sait, ça s'était très mal passé en équipe de France, il a été poussé dehors par Domenech, et Pires avait convoqué les cadres du groupe en leur disant: les mecs, avec Domenech, ça va très très mal se terminer parce qu'il est plus pervers que vous. C'est un politicien et que s'il y a un problème, c'est vous qui l'allez enfoncer. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qu'il a fait. Jusqu'au bout, alors ça lui a coûté sa place, mais après quand même un sacré règne. 6 ans. Mais c'est ce qu'il a fait. À l'instant, il s'est dit: je vais tomber. Vous allez tous, on va tous tomber ensemble. Exactement. Vous allez pas, et on revient sur le politique pervers. Et c'est exactement. Il était au bout. Il est si au bout de maintenant. Moi, il a attrapé les. J'ai une finale de Coupe du Monde. Je fais un euro honteux. Je demande ma meuf en mariage en direct. Il m'arrive rien. Et là, je fais: oh les gars, on va tous. Mais c'est ce qu'on appelle. C'est les pervers. N'oublions pas les conférences de presse, son rapport aux journalistes. N'oublions pas qu'il donnait des cours d'histoire géo aux joueurs qui n'en avaient rien à foutre, parce qu'il disait qu'il fallait quand même un peu remettre, parce qu'il se prend pour un littéraire quand même. Et la dernière chose que je voulais vous dire, alors c'est un peu à côté, mais c'était sous Domenech aussi, il y avait toute l'histoire du halal, pas halal, sous Domenech, qui rendait fou tout le monde. Avec Ribéry, il y avait rien qui allait dans le groupe. Mais aussi, à un moment, moi, je me suis dit, mais pourquoi les joueurs n'ont pas fait un putsch et l'ont viré? Mais en fait, quand tu prends du recul, tu dis qu'avoir une place en équipe de France, c'est hyper compliqué. Parce que je crois que c'est Roten qui disait, ou je sais plus, on est venu leur demander l'avis en 2008. En 2008 je pense que c'est 2008. Savoir s'il fallait le garder. Et on lui a dit, mais on demande à Roten, mais pourquoi toi, tu n'as pas dit non? Il dit, mais gros, tu me proposes une Coupe du Monde en 2010. Imagine, je dis oui, je veux qu'ils partent. Et qui partent pas, t'imagines comment tu te mets le sélectionneur à dos et toi, ça se trouve, tu ruines ta carrière. Sur des petits papiers, c'est oui, non, hop, tu mets dans une. Si t'as confiance en ton niveau et tout, etc., et que tu vois bien, les mecs savaient tous que ça partait en vrille. Les gens avaient peur. Tu savais que si t'étais pas avec Domenech, ils te mettaient dehors de l'équipe. Ils venaient faire une liste, et puis il avait pas pris Nasri qui était en pleine bourre, il avait pas pris Benzema. Gratuitement, là pour le coup en plus, ça c'est vrai. Bon les amis, des choses à rajouter sur ce débat Nice Na? Je crois qu'on a. Il est grand temps de refermer la porte, ou alors de faire un grand documentaire façon espiègle. Exactement. Avec des vrais interviews. Mais moi surtout, c'est plus le vécu qui va m'intéresser, ce qu'ils ont vécu, que c'est de sa faute. Non, c'est pas moi, c'est lui. Moi, c'est le vécu. Qu'est-ce qui s'est passé avec plusieurs versions? Chacun a le droit d'avoir sa version. Mais moi, je veux qu'on me relate les faits. J'ai pas besoin qu'on pointe les gens du doigt. C'est toi, c'est pas moi, parce qu'on a un manque de bugs, parce qu'on a un livre à vendre. C'est ce qu'ils ont tous fait. Le directeur de la com a sorti de l'équipe de France à l'époque a sorti un bouquin. Galas avait fait une super interview. Je me rappelle, je crois que c'était à l'after ou dans le vestiaire où il en parlait. Enfin, dans le vestiaire. Mine de rien, avec le temps, les langues se délient, mais on a du mal. On a compris l'histoire, mais c'est vrai que parfois aussi les versions peuvent péricliter. En tout cas, c'est comme ça. Il nous reste 10 minutes, les amis. Je vous sens tous bien énervés. Des très mauvais souvenirs. Partons tout de suite sur le quiz. « 10 minutes, je vous le disais les amis, on va commencer tout de suite. Pas d'énumération aujourd'hui, un peu plus de choses visuelles et des photos. Je vous propose une question. Saurez-vous reconnaître les maillots les plus moches de l'histoire du football? Je ne demande pas les saisons, juste le nom du club, ça va aller très vite. Le premier, Arsenal, c'est à ma droite que c'est. C'est par équipe, on est d'accord. Par équipe, en effet. On passe tout de suite au deuxième, on ne perd pas de temps. Avec la deuxième proposition, regardez, il est horrible celui-là. Horrible. Fiorentina. C'est pas la Fio. Ils en ont sorti des villes. La Rome. C'est Nice. C'est Nice, exactement. Attention, celui-ci, ça va aller vite. Ah, ça, je l'ai. Norwich. Bravo. 2-1. On enchaîne. Ah ouais, tricheur. Barcelone. Forcément. Guardiola. Non, c'est ici. Non, c'est moi, j'ai dit quoi? Louan Cuso? Non, c'est Arwad. C'est Arwad. Créer plus fort, c'est pas dire aller plus vite. Concentrez-vous, les gars. T'es de mauvaise foi. Concentrez-vous, regardez la suivante, elle est super importante. Oh là. Il est là. Les montagnes. Il est beau, mais je le trouve l'Atlético. L'Inter. C'est pas l'Atlético, parce qu'il est moche, qu'il a rien à voir avec l'esprit. Carabao. Carabao, c'est en Angleterre. Alors c'est City. Pas City. Chelsea. C'est Chelsea. Il est là. J'ai jamais vu ça. C'est un maillot de pré-saison. Bordeaux. Horrible. Sans scapulaire. Il est encore plus moche que leur défense de cette saison. 3-2. Le suivant.
Oh, je Juve. connais, lui. C'est la Juve. Il a vu le logo. Non, ça c'est la Juve. Piémont avait carré le logo, mais je trouvais ça absolument Toujours avec une horrible. étoile et le rose. On est donc à 3 La points. Fio. La Fio. La Fio. c'est ici. Non, non, c'est Tom là. Merci, merci. Merci. Mais moi, je ne triche pas. Victoire de Sauf nos quand tu amis. triches. Victoire de nos amis à gauche. Je vous propose tout de suite le 5 à la suite. 4 thèmes aujourd'hui. Et le quatrième thème n'est pas une blague. C'est un véritable thème. Vous avez le droit de le choisir, mais je sais que vous ne le ferez pas. Les 4 thèmes. Les surnoms des sportifs. L'histoire de la Coupe d'Europe de rugby. Connaissez-vous bien Cyril Gane, qui, on le rappelle, a un combat énorme la semaine prochaine. Et on en parlera dans On fera une émission spéciale même à moitié. Une émission spéciale, t'as raison. Et Pas puis moitié. la fabuleuse Au moins la moitié. histoire du Paris-Dakar que vous m'avez boycotté pendant 3 semaines. Et vous avez eu raison. Qu'est-ce que vous choisissez? Les surnoms, Les j'espère, surnoms, hein. ouais. Ah ouais, Les bah surnoms. Allez, on part tout de suite. Putain, j'aurais Ah ouais, c'est pas mal les ouais. surnoms. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça va aller vite. Qui appelait-on Boum Boum? Boomsong. Non. Boris Becker. Boris Becker Ouais, ouais. Ah ouais Qui appelait-on le cannibale? Allez, tu laisses pour toi ça. Attends, j'ai un trou de mémoire. Allez Mais vas-y. Ah si, c'est le... Si, C'est un c'est... cycliste, mais Oui, c'est Eddy Merckx. Eddie Merckx. Bravo. Merci. Waouh, J'étais il inquiet, était loin, il était Qui- loin. Ouais, mais moi j'étais inquiet de toi parce que Qui- je pensais Mon que c'était frère, la comédie. c'est bon, j'allais lui dire quand Qui même. était l'intello, les amis? Un point L'intello, pour vous. c'est Qui était Alain l'intello? Prost. Non, c'est c'était le pas un professeur. Prost. C'était Laurent Fignon. Qui était The Juice? The Ça, Juice. c'était O.J. Simpson. O.J. Simpson, bravo. Qui était Kid Dynamite? Kid Dynamite. Le Kid Dynamite. Le Kid Dynamite. Le C'était Kid de... Mike Tyson. Mike Tyson, bravo. Oh Le professeur. Bah, Prost, Alain du coup. Prost, tout à fait. Le pistolet. Et Pistoléo. Suarez. Il y a peut-être. Non, c'est pas Suarez. Il y a C'est un peut-être vrai une- pistolet en français Je vous ou le c'est dis. un- Non, voilà, il y a peut-être une traduction française. Si je vous le dis en. El Pistolero. Si je vous le dis en anglais notamment, vous allez le trouver tout de suite. Le C'est pour gun. ça qu'on l'a un petit peu. Le gun. Le gun. Non, Gunshot. c'était Pete Sampras. Et c'est quoi, du coup? Le pistolet. C'est pas le Kid de Cincinnati, lui? Non, je crois pas. Non. Non, Ouais, ça c'est c'est le pistolet. le. King de Minneapolis, vous c'est avez- Prince. Titre de Las Vegas, c'est. Ouais, c'était Agassi, Agassi, exactement. Ah oui, Agassi. ok. Le vengeur masqué, c'est du français par contre. Ah si, Le Vengeur. Le masqué. vengeur masqué. Je veux pas Aubameyang. Non, c'est Henri Lecomte. J'arrête le Aubameyang Oh aussi. putain, il est incroyable ce surnom, vas-y. Ouais, Le bon. facteur. Ça, c'est Karl Malone. Karl Malone. Exactement. Postman. Ah, le Et mailman, puis- oh putain. Et puis The Rock. Bah, c'est- ROC, hein, pas OCK. Ah, C'est pas c'est- Don Johnson. Non, C'est un c'est- français. C'est un français. Le Rock, c'est. Chouameni. Qui? Chouameni, non? Mais non, c'est Stam. Bakayoko. Non, c'était Marcel Desailly. Ah, mais oui, le Rock. Vous T'as êtes pas à appelé 3. Bakayoko. Mais bien le sûr, Rock. le Rock, bien Vous êtes, sûr. vous êtes à Ah, 3. ouais. Les gars, choisissez un thème. Je vous là. Je vous l'ai redit. Qu'on a déjà. Je vous l'ai redit tout de Paris-Dakar suite. ou Cyril Gann? Attends, parce qu'il faut qu'on. Moi, je suis presque envie d'aller sur les Coupes d'Europe de rugby. Hein. Ouais, moi aussi. C'est vrai? Ouais, Eh ouais. ben, allons-y. Attends, faut juste que ça se réouvre. Champions Cup. La Coupe du Monde de rugby, t'es sûr? Vous savez, les gars, je vous le dis chaque semaine, le Paris-Dakar est assez simple, mais je préfère qu'on l'enterre tout de Jean-Louis suite. Tesser, moi c'est tout ce que j'ai. Eh ben, ça fait un point. Romain, Alors, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Vous avez le rugby ou Cyril Gann? Rugby. Rugby, allez, c'est parti, on y va. En quelle année a eu lieu la première édition de la Coupe d'Europe des clubs de rugby? 80. J'hésite entre 94 et 95. Et je vais dire 95. Eh ben oui, c'est bon, Ouais, ça ouais. fait un point. Si la Coupe d'Europe des clubs de rugby s'appelle la Champions Cup aujourd'hui, quelle était la précédente appellation? C'est une Ken Cup. La Heineken Cup. Il y la a H-Cup, ouais. Heineken Cup, H-Cup, on disait H-Cup. H-Cup en France Ouais, à cause de la loi H-Cup. Evin. Vrai ou faux, les clubs anglais et écossais n'étaient pas présents lors de la première édition de la Coupe d'Europe? Anglais et écossais. Tournée de la question, j'allais dire vrai. Putain, c'est un coquin. Oui, vrai. Vrai, c'est vrai, Bien tout à joué. fait, 3 points. Quel est le club recordman des victoires en Coupe d'Europe des clubs de rugby? Leicester. À Toulouse, je sais pas. Tout à fait, Toulouse, ça nous fait 4. Ça marche. Qui fut le Non, mais premier oui. club sacré en Coupe d'Europe de rugby? Brive. Pas du tout. D'accord, on passe. Dis un truc. Ah, non, Attends, on passe pas. En vrai, vous l'avez déjà gagné le point du Allez. Toulouse. Du 4 à suite. C'est Toulouse, Oui, tout à fait. Et vous avez fait le 5 à la suite. Bravo, messieurs. Continue les autres pour voir pour le fun. Ouais, alors pour rigoler, quel est le meilleur réalisateur de l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs? Ah, ça, j'ai pas. C'est pas un Français, je vous le dis d'avance. Audrey Scholl. Non, Ah, pas mal. pas loin. J'aurais. Ronan O'Gara. O'Gara. Quel pays a boycotté l'édition 98-99 en raison d'un désaccord de redistribution des revenus Pays de télé? Galles. Les Anglais, Les c'est Anglais. peur que les Anglais fassent ça. Êtes-vous capable de me citer 2 pays qui n'ont jamais gagné une Coupe d'Europe des clubs? L'Italie Ouais. et l'Espagne. Hein, là, pour le coup, je prends pas de risque. Hein. Eh non, ils n'ont jamais participé, l'Espagne. Oui, d'accord. Il y a Pays de Galles, Écosse et Roumanie. Quel pays a dominé la période allant de 99 à 2002?
L'Angleterre. Ouais, exactement. Et quel célèbre demi d'ouverture d'origine argentine détient le record de points inscrits en finale? Domingo. Diego Dominguez. Dominguez. Allez les amis, il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Je vous propose qu'on passe à un qui suis-je. Oui, allez. Qui suis-je que je vous ai promis depuis quelques semaines maintenant. Et on va voir si vous êtes bon, si vous avez bonne mémoire. Je suis un sportif né à Iéna. Iéna, c'est où? C'est en RDA. Et je suis né le 24 août 1977. Je fais ma formation au Carl Zeiss Iéna avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach en 1996. Je me révèle en Bundesliga. Mon club est relégué, mais je pars à l'étranger au Benfica Lisbonne. Alors entraîné par un certain Jupp Heynckes qui me nomme rapidement capitaine de l'équipe. Malgré 3 changements d'entraîneur en 3 saisons, je me révèle et des grands clubs veulent me prendre. Arsenal, l'Atlético, Manchester United, mais je décide de partir du côté du FC Barcelone. Au Barça, j'y reste 2 ans, mais mon passage s'avère catastrophique. 20 minutes disputées seulement en 3 saisons, barré à mon poste par Roberto Bonanno après une boulette en Coupe du Roi. Je décide alors de relancer ma carrière. Je pars en Turquie, au Fenerbahçe plus précisément, où je finis mon seul match disputé et perdu là-bas. 3-0, je sors sous les huées et jet de projectiles par mon propre public. C'est réel. Il est sorti sous protection policière. Et puisque le Barça ne veut plus de moi, je suis prêté en 2e division espagnole à Tenerife. Mais c'est en 2004, à Hanovre, que je relance ma carrière. Des bonnes notes dans le journal Kickers qui poussent Joachim Löw à m'offrir ma première sélection contre le Danemark en 2007. C'est ma première sélection, bien que j'ai déjà été retenu pour la Coupe des Confédérations 99 sans avoir joué. Je suis sélectionné pour disputer l'Euro 2008, barré par Jens Lehmann. Quand Lehmann prend sa retraite, tout me désigne comme son successeur naturel en vue de la Coupe du Monde 2010. Je dispute mon dernier match en carrière le 8 novembre 2009 avec Hanovre contre Hambourg. 2 jours plus tard, tout le monde apprend avec tristesse mon décès dans des circonstances tragiques à quelques mois de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où je suis promis à une place de titulaire d'une sélection figurant parmi les favoris. Je me jette sous un train miné malheureusement par la dépression. Heynckes. C'est pas Wurtz. Robert Heynckes. Non. Robert Heynckes, tout à fait. C'est ça. Le chat, Erwan, hein. Ouais, exactement. Non, mais personne ne l'avait. Il a triché au calme du calme. Non, j'aurais dit. Chose que j'avais oublié dans cette histoire. Tu m'as mis un froid. C'est que, ouais, désolé les gars, c'est vrai que l'histoire est un peu tragique, mais si Robert Heynckes avait disputé cette Coupe du Monde, peut-être que Manuel Neuer serait arrivé un petit peu plus tard, parce que Manuel Neuer avait profité malheureusement, enfin profité à mettre entre guillemets, du décès de Robert Heynckes pour s'installer à la National Mannschaft. Voilà les gars, c'est vrai que c'était une note un petit peu terne là, pour finir cette... Vous avez promis le feu, Non, c'était pas le feu, mais on allait aller à bout. Victoire du chat, évidemment. Hein. Victoire du chat, évidemment. Bien évidemment, Robert Heynckes qui était... Drôle de carrière, hein. Ouais, t'as vu, c'est fou, parce qu'il a vu des très très bas. On rappelle, ça n'avait rien à voir avec le sportif. C'est qui le gardien allemand qui a fait du catch après aussi sa carrière? Il y a un gardien allemand qui a fait du catch. Du Werder, là, l'ancienne. L'ancien du Werder, le chat va évidemment encore une fois la voir. C'est pas Wurtz, un truc comme ça. Bon, on va venir revoir. On verra. La semaine prochaine, on reviendra avec la réponse, les amis. Allez, passez une bonne semaine. Tout de suite, le Before du récap. On se retrouve très vite. Ciao.